sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excellente année 2023 à vous toutes et vous tous. Merci de nous écouter fidèlement sur France Maghreb 2. C'est parti pour cette nouvelle année que l'on vous souhaite belle, bonne et surtout remplie, principalement de santé. Le reste, ça va. S'il n'y a pas la santé, rien ne va. Donc beaucoup de santé, une santé de fer pour toutes et tous. Pour cette nouvelle année 2023, qu'elle soit douce, belle. Et voilà, qu'elle soit remplie de réussite, de joie pour toutes les familles et vous tous qui nous écoutez chaque jour. Au programme de cette émission, aujourd'hui, tout à l'heure, la belle histoire du jour qui nous fera un résumé de cette émission tout à l'heure. Mam qui sera avec nous, bien entendu, pour aussi la belle histoire des génériques consacrée à une émission de sport sur France 3. Le quiz, bien entendu, nous allons parler aussi tout à l'heure avec notre invité qui sera en plateau avec nous, maître David Dibensky. La réforme des retraites qui, vous le savez, va être débattue à partir du 10 janvier prochain pour une entrée en application dès la fin de l'été. C'est ce que nous a annoncé le président de la République dans son discours, de son allocution plutôt de fin d'année du 31 décembre. Est-ce que cette réforme des retraites va-t-elle faire ressortir les Gilets jaunes avec une première manifestation prévue le 7 janvier prochain? David Dibensky, l'avocat des Gilets jaunes, sera avec nous évidemment tout à l'heure. Justement, de Macron, il lancera question avec une longue allocution. La plus longue d'ailleurs de la 5ème République, on faut le dire, 18 minutes. Voilà, donc on en reparlera bien entendu. Le quiz à ne pas louper bien sûr. Et deux nouveaux rendez-vous, que dis-je, les coups de gueule ou coups de cœur de nos débatteurs, chroniqueurs, qui auront le choix de nous livrer un coup de cœur ou un coup de gueule. Et tout cela en 1 minute. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une émission de télé, un livre, une pièce de théâtre, une rencontre, une musique. Ou un fait d'actualité bien sûr, ils pourront nous en faire part tout à l'heure. Et puis un autre nouveau rendez-vous également, ça s'appelle le Zap ou Match. Je vais vous donner des infos et aux débatteurs de choisir s'ils décident de zapper l'info ou de la mater ainsi de la commenter tout à l'heure. Et puis nous allons parler évidemment d'une montée en puissance entre l'Ukraine et la Biélorussie. Il y a eu un missile apparemment ukrainien qui a atteint le territoire biélorusse. On en reparlera. Est-ce que ce nouvel acteur risque d'entrer en guerre dans cette partie du monde déjà bien mouvementée? On y reviendra dans quelques instants bien entendu. Avec moi aujourd'hui sur France Maghreb 2, je vous les présente tout de suite. Hop, c'est parti. Ils sont avec nous. Monsieur Gamal Abina, fondateur du MDC. Salut Gamal, bonne année, bienvenue à toi. Salut à toi Christophe, bonne année à toi, à tout le monde, à tous celles et ceux, comme on dit maintenant c'est une mode, qui nous écoutent. Et j'espère que du bonheur pour les gens et surtout de la paix, parce qu'en ce moment on en a besoin. Oui, c'est assez clair. Mon cher Philippe Boriaki est avec nous. Comment ça va mon Philippe? Yo boy, bonne année à tous les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2 et bien sûr de toute l'équipe du Grand Forum avec monsieur Christophe Fro. Exactement. Alors Philippe Boriaki, Gamal Abina, je sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir, mais coup de gueule, coup de cœur tout à l'heure. On n'a pas fait gaffe, je crois. Bah oui, vous faites gaffe à rien. Genre, vous menez les mains dans les poches, les mecs. Qu'est-ce que je vous dis? On est en vacances. On a fait la fête. Bon, coup de gueule ou coup de cœur, ça sera tout à l'heure aux alentours de 17h35. Okay. Donc vous avez le temps de réfléchir évidemment. Mais en 1 minute. Attention, le chrono dès qu'il s'arrive, terminé. Moi je coupe. Bah oui. Voilà. C'est parti pour le LGF, bienvenue à tous et bonne année. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi. De 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par des petits clins d'œil sur France Maghreb 2 sous forme de questions, de quiz. Je vous pose la question suivante. On est en 2017 et nous apprenons la disparition d'une personnalité syndicale. Il a été syndicaliste de la CFDT, notamment, CFDT, okay. De 2002 à 2000... Comment? Chérec. François Chérec est une bonne réponse. Ah Donc oui. secrétaire général tu sais pourquoi je la sais de la CFDT. Pourquoi? Tu te rappelles pas quand il a triché, monsieur Abdeslam Itache, et qu'il avait dit Shrek? Il a dit Shrek de quoi? Il a dit ok, je la mémoire d'éléphant. Non mais tu te rappelles? Non mais c'était il y a 2 ans. Secrétaire général de 2002 à 2012, messieurs. Je cherche une autre disparition, et très connue aussi en 2016, d'un auteur, compositeur, interprète français, avec de nombreux succès à son actif. Il nous a quittés, il est mort à Puteaux, exactement. Est-ce que vous avez une petite idée? Attends, Puteaux. Tu peux nous donner la rue, s'il te plaît, où est-ce qu'il est mort? Non, la ville, à Puteaux. Voilà. Attends. Oh là là. 2016, auteur, compositeur, interprète.
Son prénom est Michel. Polnareff. Ah non, Michel. Non. Berger Mais Non, c'est vieux. c'était en 92, Michel Berger. Ouais. Michel. Michel. Delpech. Ah ouais. J'avais des blues, Michel Delpech, bonne réponse, Boyaki. Bien joué. un gros ceinturon, Quand j'étais chanteur, l'un de ses grands titres, Ouais. évidemment, il y en a eu plein d'autres. Hein. une chemise. C'est plutôt. Plutôt. Ouais, Plutôt, c'était ouais, un- ouais. il est mort à Plutôt, Je me rappelle. absolument. J'ai jamais vu qu'il était plus. Enfin, non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les clins d'œil? Qu'est-ce qui est désormais disponible dans toutes les banques en 2009? Des billets de banque. Non, Je rigole. en France. Dans toutes Qu'est-ce les qui est banques. disponible dans toutes les banques? C'était déjà proposé dans quelques banques, mais pas toutes. Et ça a été La généralisé crypto-monnaie. en 2009. Non, pas du tout, monsieur. Non, les abonnements téléphoniques, un truc comme ça. Non, pas du tout. Les L'assurance distributeurs. voiture. Non, Les distributeurs automatiques de c'est billets. quelque chose qui nous sert pour faire un placement. Ah, Les livrets. Le livret A, Ah, bonne ouais. réponse. Bien joué. 2009, ouais. Et puis, je cherche une radio qui est née en 1955. France Maghreb, non, je connais. Non, RMC. non, RTL. 55. non. France Inter. Europe 1. Europe 1, Ah, bonne non. réponse, Philippe. Ah, Bon oui. anniversaire à nos amis d'Europe 1 Tu fais- aujourd'hui. Donc, C'est qui fait, se hein. targuent. Bolloré, j'ai postulé. Et d'ailleurs, il y a une petite révolution en matière de radio. Ça s'est passé hier. Sachez que RTL a abandonné sa diffusion en grandes ondes. C'est fini. Plus d'RTL en grandes ondes depuis hier. Ah bah c'est pas En triste. grandes ondes, c'est quoi? C'est la M, c'est ça? Bah, c'était Non, à l'époque, tu te Géo, rappelles? Géo. Non, non, les grandes ondes, tu te rappelles quand on écoutait avec le vieux transistor. Absolument. Il y a Très quelqu'un qui longtemps. écoute encore avec les grandes ondes. Bah, il y en avait quelques-uns apparemment. les hein. petits vieux, Écoute, ça va. les petits vieux, voilà, par exemple. Il voulait les finir, il voulait les finir. Et bah, c'est fini. Voilà, terminé les RTL dans les grandes ondes, sur les grandes ondes. Oh là là, mais la valise, etc. Bah, voilà. La Fabrice. Voilà, Fabrice, la valise, tout ça, c'est fini. Bon, voilà, c'était les petits clins d'œil. Dans un instant, on va parler et se poser la question va-t-on vers un nouveau conflit ou un nouveau tournant de ce conflit entre l'Ukraine et la Biélorussie? 01 40 33 9000 les amis pour nous en parler. Qu'est-ce que tu casses toi Philippe? Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, c'est gamin, il a éclaté le studio. Qu'est-ce que t'as Ouais, c'est éclaté? Je fais une réparation. Monsieur Mamie, il est où? Monsieur Non, non, Mamie il est là-bas. Il est là-bas. 01 40 33 9000 les amis pour parler de l'Ukraine et de la Biélorussie. Va-t-on vers un nouveau tournant dans ce conflit, dans cette partie du monde? On en reparle dans un instant avant de parler d'Emmanuel Macron et de son allocution, de sa longue allocution. Le Zap et le Mat, nouveau rendez-vous tout à l'heure. Coup de gueule et coup de gueule de nos chroniqueurs, débatteurs aussi tout à l'heure. Et puis nous allons parler avec David Libensky qui sera avec nous, l'avocat des Gilets jaunes, de justement la réforme des retraites. Va-t-elle faire ressortir les Gilets jaunes dans les rues? Une première manifestation est attendue d'ailleurs le 7 janvier prochain. A tout de suite. Hop, on y va sur France Maghreb 2. Bien entendu, restez avec nous. Juste après The Pause. A tout de suite, ça sent la... France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez. Le LGF sur France Maghreb 2, première émission de l'année 2023, première émission de la semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui reviennent fraîchement de vacances, là, après un peu de soleil, ça fait du bien. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Philippe Boyaki est avec nous, conseiller régional de France, et ainsi que co-porte-parole national de l'écologie au centre, Tout à fait. notamment les prochains maires d'Orly, Inch'Allah. Inch'Allah, Baruch Hashem, si Dieu veut, Jéhovah, Yahvé, Toute la collection. Krishna, Krishna aussi. Thor, Ah, bah, Thor, c'est sympa, Odin, ça. qui vous voulez. Ah, Odin, Je prends carrément. tout. Bon. Odin, par Odin. Ah, Odin. Gamal Abina, fondateur de MDC, est avec nous sur France Maghreb 2. Bien entendu, ils seront rejoints par notre invité à 17h, David Libensky, maître Libensky, qui sera avec nous, l'avocat des Gilets jaunes, lui qui a même écrit d'ailleurs un livre sur les Gilets jaunes et sur la justice des Gilets jaunes. Et Montel, qu'est-ce que tu fabriques, Gamal? L'autre, il se croit où là? Non, Tu mais te crois attends, où, mec? Mais pour de vrai, je vais appeler Monsieur Mamie. Non, mais c'est une catastrophe là, les Il a mecs. dit, il donnait 1 euro à chaque fois on faisait la délation. Et comme dans un pays délateur, C'est vrai que ça il y a marche. une tradition quand même. Alors, pour parler évidemment de cette réforme des retraites qui va certainement faire ressortir, ou c'est la question qui est posée en tout cas, les gilets jaunes dans les rues, ou peut-être qu'ils ont changé de couleur depuis, je sais pas. 01 40 33 9000 pour nous en parler. Pour l'heure, je voudrais qu'on parle d'un pays. À propos de la guerre en Ukraine, c'est la Biélorussie, puisque vous le savez, il y a eu ce week-end l'Ukraine qui a affronté une frappe massive de missiles russes pour terminer l'année 2022 sur son territoire et principalement à Kiev. Et pendant ce temps-là, la Biélorussie a affirmé que un missile ukrainien avait atteint son territoire, un missile intercepté par le système de défense antiaérien biélorusse près du village de Korbaka qui se trouve à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. C'est ce qu'a affirmé en tout cas le ministère biélorusse de la Défense. La Biélorussie, située au nord de l'Ukraine,
donc on en parle de plus en plus de son entrée en guerre, ou des liens, et évidemment vous connaissez les liens qui unissent les deux leaders, Loukachenko et Poutine. La presse ukrainienne révélait les différents scénarios, il y en aurait 3 apparemment, qui confirmeraient donc l'entrée en guerre de ce pays, la Biélorussie. Qu'il faut envisager une possible entrée en guerre de la Biélorussie. Il faut savoir, Gamal, avant que je te laisse la parole, il faut savoir que la frontière, ils ont une frontière commune, la Russie et la Biélorussie, de 900 km, frontière commune entre l'Ukraine et la Biélorussie. Gamal, est-ce que tu y crois, à titre personnel, de l'entrée en guerre de la Biélorussie? En tout cas, les scénarios nous poussent vers cela. Je ne crois pas en l'entrée en guerre de la Biélorussie parce que la Biélorussie est déjà co-belligérante. Je rappelle que la Biélorussie assure une partie de la logistique russe. Je rappelle que Loukachenko, effectivement, tu viens de le dire à l'instant, est un des meilleurs amis de la Russie, que c'est un autocrate aussi. Et je rappelle surtout que la Biélorussie, comme son nom l'indique, a un lien très très attaché à la Russie, puisque c'est une émanation de la Russie, la Biélorussie. C'est comme la Bélarus, c'est comme l'Ukraine. Donc je ne crois pas en l'entrée en guerre directe parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. Ça embêterait plutôt Poutine qui donnerait le sentiment qu'on généralise le conflit. Par contre, je pense qu'il va accentuer son assistance à la Russie, qu'il va augmenter ses moyens logistiques et qu'il va certainement, de fait, puisqu'il est déjà co-belligérant, augmenter le rythme de la guerre qui ne va pas baisser, puisqu'on se rend bien compte que là, les Russes ont mobilisé près de 500 000 personnes supplémentaires avec les 250 000 qui étaient déjà sur le terrain et on va assister à une offensive extrêmement violente à l'entrée du printemps, à la fin d'hiver, entrée du printemps. Là, ça risque d'être compliqué et malheureusement, il y aura beaucoup de morts. Philippe, la Biélorussie, comme l'expliquait Gamal, il n'y croit pas, toi aussi? Bah, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'ils sont déjà en guerre en vérité, la Biélorussie. Ils servent de base arrière et de logistique aux armées russes. Rappelle-toi quand il y a eu, tout au début de l'invasion russe, ils sont rentrés par l'Est, par le Nord et par la Crimée. Et ils ont fait ce qu'on appelle la fameuse tenaille. Et quand tu regardes Kiev... Ouais, mais après, ils ont fait marche arrière parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait... D'abord, il faut savoir que la frontière de la Biélorussie, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas des villes qui représentent des intérêts stratégiques, énergétiques, etc. Non, mais quand ils sont descendus sur Kiev, c'est des troupes qui étaient basées à frontière biélorusse. Donc ils sont belligérants, il l'a dit à plusieurs reprises, Loukachenko, et d'ailleurs il doit son poste grâce à son ami Poutine. Et donc voilà, comme les Tchétchènes sont déjà belligérants, il y a des troupes tchétchènes en Ukraine et on le sait. Ça fait une petite différence, la Tchétchénie elle fait partie de la Fédération russe, la Biélorussie c'est un état indépendant malgré tout, mais elle fait partie du giron russe effectivement. Alors, plus principalement, effectivement, tu penses, Gamal, tu te diriges vers... tu analyses le fait que ça risque de s'accentuer. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie est dans un schéma où il faut maintenant laisser le temps peut-être à une certaine négociation? On a vu d'ailleurs Poutine pousser vers cela, en tout cas, à parler notamment avec les Américains. On sait qu'entre Russes et Ukrainiens, ils ne se parlent pas. S'ils se parlent indirectement, c'est pas les leaders, hein, évidemment. Poutine ne veut pas parler à Zelensky, qui ne veut pas parler à Poutine. Donc on a bien compris qu'il y avait une rupture totale, mais en revanche, il y a bien des contacts en sous-jacent qui passent par des intermédiaires, comme la Turquie. Mais une chose est certaine, et je tiens à rappeler comme chose, c'est pour ça que je dis que c'est très grave ce qui va se passer, parce que ça va être très grave. Poutine n'a jamais perdu une guerre. Les gens oublient ça. Il n'a pas perdu la guerre d'Afghanistan, il n'était pas dedans. Poutine a remporté toutes ses actions militaires, où que ce soit en Ossétie, ça vient d'être dit par exemple à l'instant en Tchétchénie, ça s'est dit aussi au Haut-Karabakh, ça s'est dit aussi, même si au Haut-Karabakh il a laissé la place aux Turcs, mais quoi qu'il en soit, Poutine n'a jamais perdu une guerre. C'est un homme qui n'aime pas perdre. Mais pourtant, quand on lit la presse française, Gamal, on a l'impression que Poutine, ou plutôt que la Russie, a perdu la guerre d'ores et déjà. Alors d'abord, quand je dis Poutine, je parle de la Russie, parce que c'est vrai que te réduire à Poutine, c'est ridicule, je suis le premier à avoir fait l'erreur. Non, il ne peut pas perdre la guerre simplement parce qu'il refuse de la perdre, parce qu'il a les moyens, et largement les moyens de la gagner. C'est à 2 pas de chez lui. La moitié de la population est pro-russe. Les armements russes sont considérables. L'Ukraine a été écrasée dès le premier jour. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu répondre. Et surtout parce que Poutine est déterminé, il ira jusqu'au bout. Il a 95% de la population qui le soutient, d'après un sondage d'un organisme indépendant et anti-Poutine. C'est dire un peu, c'est normal, c'est le chef de guerre. Mais on ne peut pas penser que Poutine puisse perdre pour 2 raisons. Parce qu'il a les moyens financiers illimités. Il a multiplié par 4 ses revenus en un an, alors qu'on l'avait sanctionné. Parce qu'il a les moyens militaires illimités, ça fait 20 ans qu'il modernise les armes russes, qui font que maintenant, il peut frapper en moins d'1 heure New York avec ses fameux missiles intercontinentaux qui vont de 18 000 à 30 000 km/h. On parle surtout d'Avant-Garde, qui est le dernier missile qu'il a testé il y a 3 jours. Donc il a les moyens
de frapper où il veut, quand il veut, qui il veut. Donc Poutine ne peut pas perdre ces guerres parce que malheureusement pour les Ukrainiens, ils ont été baladés dans les fausses promesses. On leur fait croire qu'on va les soutenir, qu'il y aura un soutien de très faible facture, très peu de moyens financiers, très peu de moyens militaires pour une guerre comme celle-là. Et je rappelle tout de même que l'Ukraine, qui aujourd'hui est endettée à hauteur de 50 milliards de dollars, avait un PIB de 200 milliards de dollars. Ça vous dire un peu la catastrophe en termes économiques. Donc sur un plan militaire, l'Ukraine ne peut pas l'emporter, c'est évident. Ils vont résister, ça va durer, mais ils ne l'emporteront pas. Et sur un plan politique, malheureusement, il va y avoir des remous à l'intérieur du territoire ukrainien, parce que ceux qui perdent en général, ça se passe pas bien. Et malheureusement aussi, encore une fois, la guerre qui arrive, que Poutine prépare, va être une guerre extrêmement forte, puissante et dévastatrice, comme il a fait en Tchétchénie. Alors, le discours de fin d'année, vous le savez, des différents dirigeants à travers le monde, c'est celui de Zelensky qui dit « Nous nous battrons jusqu'à la victoire, Philippe ». Est-ce qu'il n'y a pas un moment peut-être Gamal a donné des faits importants, surtout sur le terme de chiffres, etc. Je ne reviendrai pas dessus et je les trouve déjà assez justes. Moi, globalement, je suis quasiment toujours d'accord avec Gamal. Et pour une fois, là, je ne vais pas être d'accord avec lui. Je vais vous dire pourquoi il va perdre Poutine. Parce qu'il a 40 millions de résistants en face de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu peux avoir une armée de 2 millions de personnes, mais face à 40 millions de résistants, tu n'as aucune chance de gagner. Sur la longueur, soit, attention, je m'exprime, soit il passe à une étape supérieure, il utilise l'arme nucléaire et il en fait un parking géant de l'Ukraine, et là l'histoire elle est réglée, mais là t'as une riposte américaine immédiate et européenne, et ça devient très compliqué, on rentre dans une 3e guerre mondiale automatiquement, soit on joue la montre, et à la longue, aucune armée ne peut gagner contre une guérilla. Parce que la population, dès qu'elle n'est plus avec toi, si elle est contre toi, t'es mort. On va te citer des exemples très simples. Oui, L'Indochine, la Corée du Nord, l'Algérie. Non, la Corée du Nord, c'est pas un bon exemple, la Corée du Nord. Non, mais attends, sur le fait, il y a une partition de la Corée, oui, voilà. et je peux t'assurer qu'ils ont essayé, via la CIA, d'éliminer, machin, etc. Enfin, prends Cuba, oui, Cuba, je suis d'accord. Prends l'Algérie. L'Algérie, c'est 50 000 hommes qui ont mis 5 millions d'hommes dehors. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas, si le peuple soutient une autre démarche, et plus les jours y passent, plus il y a des crimes de sang, plus il y a de familles endeuillées, plus tu as la vendetta, plus tu as la rage, plus ça devient compliqué. Mais il peut y avoir effectivement, à un moment donné, si les Ukrainiens sont lâchés par les Américains et les Européens, ouais, bien sûr, ça peut aller très très vite. Mais le spectre d'une utilisation d'une arme nucléaire, non, ça, je crois pas du tout. C'est intéressant les arguments de Philippe là. Gamal, qu'as-tu à répondre à Philippe pour le coup là? Oui, alors déjà, il n'y a pas 40 millions d'Ukrainiens qui résisteraient, mais la moitié de la population. Il faut rappeler tout de même que la moitié de l'Ukraine est pro-russe. C'est important parce que c'est une chose que les Américains n'ont pas pris en considération dans leur équation. Quand les Russes, qui sont au bout de l'Empire soviétique, s'effondrent devant l'Afghanistan, tous les Afghans sont contre les Russes, là-dessus on est d'accord. Ils perdent parce que le soutien afghan est total, parce qu'il y a les Stinger, parce qu'ils perdent un hélicoptère par jour. Quand l'Ukraine affronte la Russie, elle n'affronte pas que la Russie, elle affronte aussi une guerre civile. Il y a déjà une guerre qui commence dans le Donbass en 2014, et ceux qui se battent contre l'État central ukrainien, c'est des gens qui sont pro-russes. Donc la partie déjà qui est prise 20% du territoire, qui était pro-russe, elle n'a aucun problème. Ils sont avec les Russes, il n'y a pas de bagarre, pas de résistance. Sur la Crimée et une partie du Donbass, effectivement, voilà. Je rejoins ton avis. C'est ça que je fais. Sérieusement, je ne vois pas comment cette issue peut Moi, se je la vois solder très bien. positivement. Je vois très bien. Le Dniepr, qui est le fleuve qui sépare l'Est de l'Ouest, en gros. Ça pourrait être la frontière, oui. Ce sera la frontière qu'ils vont installer. Voilà. C'est un peu comme l'Oder-Neisse avec les Allemands, ou le Rhin. Enfin, il y a tout un tas de frontières de fleuves naturels qui font que ça caractérise. Ce qui fait qu'on gagne une guerre, c'est, tu l'as justement dit, tu as raison là-dessus. Si le peuple est contre vous, vous ne pouvez pas gagner. Là, je suis d'accord. Ah, aucune chance. Par contre, quand le peuple est avec vous, et il y a une partie du peuple. Est-ce que le peuple russe est avec Poutine, par exemple? À fond. C'est un chef de guerre, donc forcément. Alors, si on en croit les médias français, pas du tout ici. On a l'impression qu'il est lâché, qu'on le traite limite d'un dictateur, d'un débile, isolé, etc. Non, débile, non, je pense que non, mais si, c'est un peu ça comme. Non, mais d'accord, mais non, mais attends, t'es dans une guerre d'information, donc forcément, oui, chaque camp va te raconter une histoire pour pouvoir manipuler les masses. Et l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, tu le sais bien. Par contre, oui, d'accord, pour l'instant, il n'y a pas de vainqueur. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais effectivement, tu as une opposition en Russie, mais les opposants régulièrement se retrouvent en prison ou alors éliminés, tu vois, assez violemment d'ailleurs.
y compris ceux qui désertent, etc. Rappelle-toi, c'est l'ancien agent du KGB qu'on a voulu empoisonner en Angleterre, y compris ici en France, etc. Il y a une vraie guerre d'espionnage et de contre-espionnage qui s'opère. Mais tu as plein de gens en Russie qui sont complètement opposés à cette guerre, y compris des mamans et des papas. Lorsque ton enfant est circoncis et qui te revient dans une boîte en zinc, moi je me mets à la place de n'importe quel parent. Je ne veux pas que mon enfant parte à la guerre. Alors Philippe, est-ce que les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, par les États-Unis contre la Russie ont tenté... Enfin, le but c'était d'isoler la Russie. Est-ce qu'on y est parvenu ou pas ? Ça a servi à rien du tout parce que Poutine il a fait un coup de maître. Moi, je pensais pas que ça marcherait. Franchement, moi je le dis, je suis pro-ukrainien. C'est pas que je suis pro-ukrainien, je suis avec les Ukrainiens parce que j'estime que c'est pas normal ce qu'on leur fait et que c'est dégueulasse. Voilà. Je suis pas anti-russe, hein. Mais par contre, je suis contre la politique qui est menée de Poutine, qui est une politique impérialiste et de domination d'une partie de l'Occident. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Parce que Poutine, dès le départ, il a dit ok, vous mettez des sanctions, pas de souci. Bon, vous voulez mon pétrole et mon gaz ? Bah ok, va falloir le payer en roubles. Et donc forcément, il faut que tu achètes du rouble. Donc tu renforces sa devise. Là où l'objectif initial était de s'effondrer sa monnaie, et à ce moment-là d'avoir... Et voilà, tu vois, pour acheter une baguette de pain, au lieu que ça te coûte 10 roubles, ça te coûte 100 roubles. Et les mecs, au lieu... et c'est valable pour tous les produits. Et donc là, tu as la population qui se retourne. Deuxième effet, lorsqu'on a dit, bon, c'est quoi, on va plus acheter de pétrole et de gaz russe. C'est un mensonge en bande organisée. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ils le vendent à l'Inde, et l'Inde nous le vend. Aujourd'hui, le baril de pétrole, écoute bien, il est à $110. Ouais. $110 officieusement, pas officiellement. Quoi ? Il était à $85 il y a 2 jours, Philippe. Non mais moi je suis resté sur les chiffres d'il y a encore 15 jours. Ah oui, d'accord. Il est à 90 balles, d'accord, $90. Et il est à 1,70 dans les pompes. Quand il y a 3 ans, le baril était à $148. Il était à 1,40€ dans les pompes. Ouais, donc tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'arnaque, elle est où ? Elle est que quand tu passes par l'intermédiaire, l'Inde aujourd'hui, il se gave de fou. Il se gave de fou. Donc le pétrole et le gaz russe, nous l'achetons toujours, mais via une autre plateforme. C'est tout. Alors, on a Jalil qui est avec nous au 01 40 33 9000 pour parler évidemment de l'entrée en guerre de la Biélorussie, ou plutôt d'un changement de tactique dans ce conflit. Bonjour Jalil. Jalil ? Il est où Jalil ? Il est parti. Bon, très bien. 01 40 33 9000 les amis, pour nous donner évidemment votre point de vue, votre analyse sur ce conflit qui finalement aujourd'hui on en paie les conséquences. Aujourd'hui clairement, Gamal, c'est vrai qu'on parle d'inflation, on parle de problèmes économiques, d'une crise économique venant. On la sent venir, cette crise économique. Elle sera mondiale, elle touchera principalement l'Europe. Comment tu conçois un peu les choses en matière d'économie là, Gamal ? Alors voilà. Et les résultances de cette guerre. Bon, déjà on commence par le début. L'économie, c'est un mécanisme qui est très compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'interventions diverses et variées qui font qu'on a une crise qui peut s'installer. La crise ukrainienne ne touchera pas le monde, elle touchera l'Occident, l'Europe occidentale pour être précis, pas les États-unis. Les États-Unis profitent à plein de cette crise. Ah oui, ce sont les grands gagnants d'ailleurs de ce conflit, faut le dire. Parce qu'ils produisent du gaz et du pétrole schiste, donc qui valait rien à l'époque, et qui personne n'en voulait. Oui, mais parce que ça vaut cher maintenant, tout le monde veut l'acheter. Ah oui. Alors ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont de grands gagnants. L'Amérique du Sud est protégée, elle n'a pas de problème de crise économique à cause de l'Ukraine. Elle, c'est la crise Covid qui a posé problème. La Chine, qui en redémarrage économique, rencontre des turbulences, elle a 3% de croissance, mais ce n'est pas une crise aggravée, ça reste quand même raisonnable. C'est le seul pays au monde qui a gardé une croissance soutenue. Ensuite, l'Afrique, avec une croissance moyenne de 5%, n'est pas vraiment impactée, sauf les pays dépendants du pétrole et du gaz et des importations de blé. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir effectivement une crise alimentaire qui peut se mettre en place. Mais la crise mondiale liée à l'Ukraine, c'est un raccourci ridicule qui fait oublier qu'on a eu 3 ans de Covid qui ont impacté durablement l'économie, qu'on a surtout une dépréciation de la production industrielle en Chine qui a ralenti l'économie, qu'on a une augmentation des prix des hydrocarbures qui ont toujours été constants avant la crise ukrainienne. Hein. Le pétrole continue à monter. Ça s'est accéléré. Donc il y a une crise qui va s'installer en Europe occidentale. C'est elle qui sera la plus durement frappée. Ça rappelle la crise de 29, où c'est que l'Europe qui était touchée d'ailleurs en 29. Donc cette crise risque de toucher à nouveau l'Europe occidentale. Et effectivement, la crise ukrainienne ne fait rien pour arranger les choses. Mais c'est un cache-sexe. Je veux dire, l'inflation avait déjà démarré avant la crise ukrainienne. On se souvient qu'en janvier, on avait déjà à peu près 6 points d'inflation. Donc la problématique de la crise en Occident, c'est qu'on va avoir une inflation galopante qui va
fragiliser les plus pauvres, qui va réduire le pouvoir, ce fameux pouvoir d'achat qui va se réduire comme peau de chagrin. Et si les états-majors européens qui sont surendettés n'agissent pas pour relancer l'économie ou au moins pour réduire l'impact sur les pauvres, effectivement, on risque d'avoir une crise sociale profonde. Samy est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonjour Samy. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où Samy? De Paris. De Paris. Et bonne année à vous mon cher Samy. Bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Merci, bonne année à vous aussi. Bonne année. Beaucoup de santé surtout. Autre chose, on s'en fout. Exact. Alors on t'écoute Samy. Alors moi, je parle juste au niveau de... je reviens sur le sujet de l'Ukraine avec la Russie. Oui. Moi, mon avis, je pense qu'on est en train de parler sur un sujet qu'on ne connaît pas. On est en train de juger la Russie, on est en train de juger l'Ukraine. Alors j'entends votre collègue, le chroniqueur, dire qu'il y a 40 millions ou 44 millions d'Ukrainiens qui font la guerre. Je peux vous affirmer que je travaille pour un service de l'État où vous avez plus de 10 millions d'Ukrainiens qui sont sur le sol français. Non. Non, mais non, Samy. Impossible. Si tu travailles pour le service pif gadget de l'État, ça compte pas, ça, Samy. 10 millions, c'est énorme, Samy. Non, Samy, il n'y a pas de chiffre. En Europe, pas en France. En Europe, pas en France. Écoutez, moi, si vous voulez, il n'y a pas de problème, je vous envoie par mail les chiffres. On est preneur, parce que 10 millions, c'est 1/6 de la population. Un septième. Verra, On est combien? On est 70 Il y a millions. combien de morts en Ukraine, monsieur? De civils? On estime bien, il y a entre 20 et 50 000 morts, on n'a pas le chiffre exact, c'est l'estimation. Ah ouais, c'est un peu compliqué voilà. de Et on le parle, dire exact. et on parle de 100 000 morts. non, mais- On parle de 100 000 Donc morts. c'est des chiffres, c'est comme les chiffres du Covid. C'est la même chose. Ah bon Donc il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Le C'est juste, Covid, c'est très documentaire. On a dit, mais il n'y a aucune preuve. Moi, je peux vous fournir des preuves. Et vous les avez où, ces preuves? Elles viennent d'où? Ah, ça, c'est pas votre problème. Ah bah, monsieur. c'est la Ah, source. d'accord. Ok, Samy, ça va. Mais c'est la source qui nous intéresse. Samy. Donc j'évite quand même. Il faut Non, donner bien la sûr, source. bien sûr. On entend. Incognito, je peux vous envoyer les chiffres. Vous allez Eh ben, on voir est preneur. quel Sur service quel. il s'agit, vous allez Le voir. mail, Christophe, c'est quoi le mail? De quoi le mail? Le mail, La radio. il peut nous envoyer un mail. Ou alors tu peux les envoyer par Messenger Non, sur ouais, Facebook. Voilà, tu vas vas sur la page de Christophe Le Grand Forum Forum et tu nous envoies ça sur Messenger. Et je les ferai vérifier et sourcer, Samy. Samy. Ah, tu les vérifies où tu veux, mais tu verras que... Je suis un ancien de la maison, Samy. Samy, je suis un ancien de la maison. Je te dis, il n'y a pas 10 millions de personnes. C'est impossible, je vais t'expliquer pourquoi. Un ancien de la maison d'où? Alors, Il y d'où a beaucoup de maisons. Ukraine. Il y a beaucoup de maisons. Une hein, belle maison, c'est- une grande maison qui est assez sérieuse. Ukraine. Non, ce que je veux te dire, Samy, c'est que chaque réfugié ukrainien qui arrive en France est géré par l'OFI. D'accord, l'office. Est-ce que vous connaissez la BTJTR? Non, Samy. Ah, vous n'êtes pas de la maison alors. Non, mais Ah, moi, je suis pas à la maison. voilà. on en parlera Non, en antenne je si suis tu pas veux, de la maison. Samy. Mais Non, y a pas de- je y a suis en pas train de te dire, automatiquement, chaque réfugié est pris en charge par l'OFI. Il a l'allocation des personnes réfugiées qui est de 440 € par mois, comme tu le sais. Et donc, je te laisse multiplier 10 millions par 440 € par mois. Et tu vois tout de suite que là, c'est ça, faut augmenter la TVA à 3% tout de suite. Ah oui, c'est clair. ouais. Non. Voilà. C'est Bon. mon service qui s'occupe de ça. C'est mon service qui les reçoit. C'est mon service qui les recense et qui les met en place. Donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas dans Bon, le Samy, vide. envoie-nous ça par envoie-nous ça, Facebook, s'il te plaît. Christophe Le Grand Forum, sur la page Christophe Le Grand Forum, et puis on va tu faire mets sur le vérifier, message. d'accord? Je voulais juste terminer. Oui, Vas-y, vas-y, Je voulais Samy. juste terminer. Oui. Évitez de parler sur des choses que vous ne connaissez pas. Juste Merci, Samy. pour information, Samy. Voilà. On est un petit peu informé parce qu'on est dans le métier. J'ai la chance de connaître des gens en Ukraine, en Russie, un peu partout, qui connaissent un Ouais. petit peu le sujet. Moi, j'y étais en Russie, moi. Eh ben, moi, j'ai la chance de connaître des gens qui sont sur place à J'y étais l'instant. en Ukraine aussi. Oui, j'ai la chance d'avoir des gens, des correspondants actuellement là-bas. Donc, de dire qu'on ne connaît pas, si on connaît, on est bien Oui, documenté, on parle oui, pas mais dans le vent. problème, moi, j'écoute pas les correspondants. J'y vais et je regarde moi-même. Et vous regardez Les quoi? correspondants, Du bout ils racontent des bêtises. de votre fenêtre, vous regardez, il faut être un peu Je sérieux. suis ni pro-russe ni pro-ukrainien. hein. C'est pas une question d'être pro, c'est donner de l'information un peu objective. Moi, je suis pro-ukrainien. Tout à l'heure, vous avez fait je l'assume. vous avez fait Et ju- ça, juste, c'est votre, juste- euh, juste une C'est votre démonstration. point de vue. Moi, Moi, je juge pas les personnes. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Juste, juste pour information, tout à l'heure, vous avez fait une analogie qui était assez fantaisie. Vous avez osé dire qu'on ne connaît pas les chiffres du Covid alors que c'est un des chiffres les mieux documentés au monde. Ouais. On sait qu'il y a 10 millions de morts. Chacun a donné ses chiffres. Arrêtez. Ah, ok, on a compris. Complotiste. Bah, tout le respect que je vous dois. Vous êtes un complotiste. C'est dommage pour vous. Là, franchement, j'ai rigolé. Non, Ouais, moi aussi, je rigole quand t'es un Bon, complotiste. Samy, on attend les chiffres. Bon, tu nous, Samy, tu nous mets un envoie-nous numéro, ça, évidemment. même un numéro l'ICRA et on te rappellera pour Voilà. échanger Merci avec. beaucoup, en Merci, tout cas, Samy. À très bientôt. À très vite. C'est réciproque. Et puis, vous faites un très très bon travail. Merci, Samy. Malgré Merci. tout. Voilà. Je suis très content de votre travail parce que vous êtes des gens honnêtes, en moi.
Merci, On Samy. l'essaye. D'accord. Merci, Samy. Continuez comme ça et je vous souhaite une bonne soirée. Ah, vous aussi, Et puis bonne je année. vous tiendrai au courant, d'accord? Merci, plaisir. Samy. Merci infiniment. Allez, au revoir. Au revoir. Merci Samy, voilà, bon, on va vérifier ça quand même. Hein, parce que Non, ça- parce que si c'est c'est intéressant. vrai, si c'est vrai. Non, il Non, faut je t'explique. Il y a une guerre civile demain. Ouais. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, tous les mercredis et tous les samedis, alors, depuis un moment, c'est un petit Oui, peu. on te voit là-bas. Voilà. J'y suis avec S'il y avait 10 l'association. millions de personnes, Ça se verrait un peu sur le verrait tapis, un peu sur le terrain. Ça se verrait, ça se verrait. Ouais. Bon, voilà, donc pour tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. Tiens, je vais saluer Mam, la belle histoire qui est avec nous Eh ouais. à distance. Ça va Mam? Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Mam? Bonjour. Eh, c'est honteux parce qu'il m'a envoyé un message, je lui dis ok, j'ai rien dit à Christophe. Tu vois, Ouais, tu non, vois, t'as- 5 t'as millions, on ment rien pas, on dit, dit la t'as rien vérité. dit. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Il m'a envoyé un message pour le- dire. J'ai parfaitement éternué à 16h29, mais pour prévenir, c'est autre chose. Non, mais attends, j'ai entendu qu'il y avait 10 millions d'Ukrainiens, j'ai tout oublié là. Ah oui, c'est clair. Bon, on va parler du roi de Jupiter, du président Macron. Président. Évidemment, Ouais, qui, sur un autre ton, qui a fait son allocution samedi soir. Sachez d'ailleurs qu'il a battu un record. Je vous le dis pas. Non. Ah oui, il a battu un record, non pas d'audience. Hein, je vous le dis tout de suite. Le sketch. Il a battu un record de durée Ah oui. de son discours de la 5ème République. 18 minutes. 19 Voilà. minutes. Ouais, Ah, tu vois, je lui ai dit 19 minutes. incroyable. Merci, Bam. Jamais un président n'a fait aussi long pour les vœux du 31. Pour nous dire quoi, ben, on va le passer en revue dans un instant. Ouais. Hein, il est content. Il veut qu'on positive. Ah, c'est sûr. Voilà, il dit que nous soyons une génération de fondation. Fondons ensemble. Fondons là-dessus. Soyons positifs. Mais oui. La positive attitude en France. Il faut être Il est- En positif. c'est ce Laurie, 2 janvier, justement. merci d'être avec nous en direct. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Gamal Abina, avec Philippe Bouriaki, qui sont avec nous aujourd'hui, avec Mam aussi, qui nous fera d'ailleurs tout à l'heure la conclusion de cette émission. J'espère que t'as pas rattrapé ton retard, mon Mam, hein, parce qu'on t'a eu un petit peu plus tard que d'habitude. Mais je suppose que... Je suis là depuis le début de l'émission. Bon, donc c'est formidable. J'écoute. Formidable. Et notre invité qui est arrivé, avocat au barreau de Paris, maître David Libensky qui s'installe. Bonjour maître Libensky, comment ça va? Ah, bah, il arrive, Ça il va arrive. Il se Ouais, pose. meilleur vœu David, comment ça va mon C'est pas David? possible, on est en direct. Hein. Ouais, bon, installe-toi, on va parler du Jupiter là. Jupiter. Ouais, oui, on va parler de Jupiter. D'Emmanuel Macron, c'était samedi soir, donc à 20h, l'allocution, voici un extrait. Nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts. Nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite, avant toute chose, de vivre 2023 autant que possible, en pays uni et solidaire. Des crises, mes chers compatriotes, semblent nous en avons tant surmonté. Je nous sais capable de relever celles qui sont devant nous, et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle. Vive la République! Vive la France! Philippe Bouriaki, le président Macron, tu l'as regardé d'abord? Non, pour être complètement honnête avec vous, non, je n'ai pas pu le regarder car j'intervenais sur un truc qu'il fallait régler absolument. J'ai regardé alors j'ai essayé de le regarder aujourd'hui, mais j'ai pas pu regarder les 19 minutes parce sérieux, que ça. non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait des choses. Il est engagé en politique, il Mais regarde non, pas, mais il y a des regarde choses pas qui... le boss. Non, mais attends, le patron, à un moment donné, quand il dit des choses qui t'énervent, tu dis bon, stop, tu déconnectes. Non, c'est vrai. Tu vois, quand on a commencé à parler de transition écologique, je dis bon, est-ce que je peux saper ce chapitre? Et quand il a parlé du Conseil national de la fondation, moi, je voudrais rappeler au président de la République, ainsi que celles et ceux qui composent son staff, l'écologie au centre, nous avons à plusieurs reprises envoyé des signaux d'alerte pour dire nous voulons participer, car nous avons des propositions, même si vous les jetez à la poubelle après, alors que les partis écologistes et les partis de gauche lui ont claqué la porte en disant nous, on ne participera pas parce que c'est une mascarade, et nous n'avons jamais été relancés. Donc, avec qui il fait ce conseil de la fondation? Entre soi, entre potes, mais ça sert à rien dans ces cas-là. Faut prendre des gens des contradicteurs et d'autres qui pensent pas forcément comme toi. Donc, en tout cas, il y a Brut qui ont fait un truc extraordinaire. C'était sur de Sarkozy à Hollande. Ah oui, je l'ai vu. Voilà, où tous les chefs d'État commençaient par dire mes chers compatriotes, bon, cette année c'était pas terrible, c'était compliqué, mais l'année prochaine ça ira mieux. Et en fait, tous ils disent la même chose. Et donc, quand t'as vu le résumé de Brut, bah t'as vu le résumé de. Bon, c'était un discours assez positif quand même, malgré tout, la situation compliquée et difficile, Gamal, aujourd'hui.
Ça dépend ce qu'on entend par positif. J'aurais pas vous démoraliser, mais la réforme des retraites, ça passe en force. La crise économique qui arrive, ça passe en force. Il n'a pas parlé d'âge d'ailleurs. Il parle pas d'âge, il pas parle quand même d'une réforme. Il est en train de dire à tout le monde, mesdames et messieurs, l'année sera bonne, mais je vais vous mettre la réforme dans la tronche sans discuter. Donc la réalité, c'est que c'est un homme qui ne dirige plus avec l'assentiment de la population, ça ne l'intéresse plus. Aujourd'hui, il veut faire passer ces réformes difficiles. Il ne donne pas d'espoir, en vérité. Il a rappelé d'ailleurs, il a dit « Je fais passer mes réformes pour lesquelles j'ai été élu ». Il l'a rappelé. Oui, il a été élu difficilement, mais ce qui est sûr, c'est que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée, on n'est pas élu, comme il le dit, on n'a pas la majorité. Mais sincèrement, quand on fait un discours de fin d'année et qu'on n'a pas un discours positif et qu'on dit en plus, histoire de bien monter le moral les gens, retraite et les Ukrainiens, on ne vous lâche pas, il y aura toujours la guerre. C'est pas très positif. Moi, j'aurais aimé entendre ce président dire on va tout faire pour amener la paix, on va tout faire pour faire un consensus sur la question des retraites parce que c'est pas tranché. C'est pas ce qu'il dit. Il vous dit je le ferai et je n'ai rien à faire. Il a eu quand même ces mots, faisant référence d'ailleurs au discours de l'année dernière, on parlait pas mal de Covid encore, et il a eu ces mots qui aurait pu imaginer que la guerre reviendrait en Europe, que l'on parlerait de crise énergétique, de crise alimentaire, de retour de la menace nucléaire. Il s'est voulu en tout cas rassurant. C'est un beau discours quand même. Mais c'est voulu rassurant. Il n'y a pas de menace nucléaire, j'aime pas ces mensonges, c'est intolérable. Ça s'appelle l'équilibre de la terreur, ça existe depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale. La menace nucléaire n'est arrivée, non je suis d'accord là-dessus, parce que la menace nucléaire n'a été exercée que 2 fois par les plus grands barbares de l'histoire, les États-Unis. Le 6 et 9 août, Hiroshima, Nagasaki. C'est les seuls qui ont utilisé la bombe atomique. Il a dit barbare de l'histoire. Oui, moi, je nie avoir été présent. Je maintiens la barbarie américaine. Nous parlons de l'Ukraine il y a quelques instants. Il a réaffirmé que la France était aux côtés de l'Ukraine pour la soutenir. Il a d'ailleurs, ça c'est plus inhabituel, il s'est directement adressé aux Ukrainiens en leur disant qu'il pourrait compter sur la France et sur l'Europe. Et il a tenu à rassurer donc avant tout en disant que malgré la crise énergétique et alimentaire, les choses seraient contenues, que les aides continueraient. Tu sais pourquoi il dit ça, Christophe ? Y compris également à partir du 1er janvier. Tu sais pourquoi il dit ça ? Pourquoi ? Parce que là, il est dans ses petits souliers, il fait pas froid. Miraculeusement, on n'a eu que 15 jours de froid. Donc, on échappe a priori à un hiver rigoureux, ce qui fait que les réserves vont pas être entamées et qu'il n'y aura peut-être pas cette rupture qui va arriver l'année prochaine. Moi, j'allais dire simplement, quand on a un chef d'État, qu'on a un ministre de l'économie qui dit une connerie monumentale plus grosse que sa tête, on va mettre à genoux la Russie, et qu'un an plus tard, c'est la Russie qui se porte comme un charme et l'Europe qui est impactée, il faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors, Philippe, on a quand même trouvé des choses positives. En tout cas, il s'en est targué. Il a notamment rappelé que le chômage était au plus bas, que l'inflation en France était plus basse qu'ailleurs. Quelle réussite. Et que donc, malgré tout, donc la France tenait bon, comme elle avait tenu bon dans les précédentes crises. Et donc il a aussi évidemment affirmé, Philippe, que malgré tous ces défis, il avait été réélu, donc comme je disais, réélu pour continuer à réformer. Il a rappelé en tout cas cette audace, comme il l'a défini, réformatrice qu'il avait fait élire et compte bien continuer donc les élections législatives, en faisant référence évidemment aux élections législatives. Rappelons qu'il n'a pas la majorité absolue, mais pour lui, visiblement, ça n'a pas l'air d'être un problème, Philippe. Alors, oui, il a été réélu, ça c'est factuel. Il a été réélu par défaut face à Marine Le Pen, puisque les blocs de gauche et de droite ont demandé à ce qu'on fasse un barrage au Rassemblement national, bien que plusieurs digues ont sauté. 44% quand même, voilà, c'est vrai. Voilà, non, 45 je crois. Non, 44 pour Le Pen, c'est énorme. Non, 45 44. Allez, un score. Allez, 45, ça va. Allez, vas-y, 46. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, c'est énorme. Non, mais rappelle-toi qu'elle a progressé de 7 points. Oui, c'est énorme. Donc c'est 7 points, ça veut dire qu'en fait, il y a un delta de 14. Il y a moins 7 d'un côté, plus 7 de l'autre. Donc, on a été. Donc là, premièrement, ça, c'est la première chose à pondérer. Donc je l'invite à l'humilité déjà dans un premier temps. Donc il n'a pas été réélu pour faire un programme, il a été réélu en opposition à Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que si Mélenchon avait été au deuxième tour, Macron aurait gagné. J'en suis vraiment pas sûr. Parce que du coup, y compris l'électorat du Rassemblement national, et ça s'est vu pendant les législatives, où l'électorat du Front national, du Rassemblement national, ont fait barrage à la Macronie. Donc ça, première pondération. Deuxième chose, il se satisfait que l'inflation est moins forte qu'ailleurs. Non, pas partout en Europe déjà, premièrement, puisque voilà, ça c'est un premier point. Ça dépend à qui se compare. S'il se compare par rapport à l'Allemagne, qui, on le sait, la grande partie sont dépendants du gaz, et le fait qu'il n'y ait plus de gaz, bah ouais, forcément l'inflation a explosé chez eux, etc. Donc
tout est à pondérer là-dessus. Deuxièmement, tu fais bien de préciser, la France est à l'abri d'une grosse inflation parce qu'elle a juste du nucléaire, c'est tout. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce qui la protège. Bien sûr. Non, mais l'énergie est moteur de croissance. Absolument. Pour le chômage. Il y a une vérité et une légère atténuation. Demi-mensonge. Une atténuation. Il oublie que c'est lui qui subventionne les emplois. Il oublie. Voilà. Il y a eu une injection du fait par rapport au quoi qu'il en coûte, qui ont, mais c'est vrai, ça c'est à mettre à son crédit, qui ont sauvé pas mal d'emplois, mais dans le contre-courant, énormément de gens se sont trouvés radiés suite à des problèmes administratifs lorsqu'ils ont fait leurs différentes réformes, Schmilblick, même les gens du Pôle emploi ne comprennent plus rien, ils sont complètement perdus, et ils ont été supprimés et radiés automatiquement par un algorithme, ça même pas par un être humain derrière qui faisait la validation. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, ça rappelle Parcoursup. Tout à fait, mais je crois que c'est le même architecte informatique ou la même boîte, c'est peut-être McKinsey qui l'a conseillé. Donc, mais effectivement, il y a des secteurs qui sont pas pourvus et qui manquent évidemment traditionnellement d'ailleurs, faut le rappeler. Traditionnellement, qui manquent de main d'œuvre et ça va continuer. C'est pour ça, tu as très bien dit, restauration et bâtiment, qui sont des métiers ultra pénibles que plein de gens ont laissé tomber. Après le Covid, une fois qu'ils ont découvert qu'ils avaient du temps pour vivre, etc., ils ont dit je peux plus retourner dans ces métiers de fou. Et ça, on ne peut que les comprendre. Alors, je voudrais juste vous alerter aussi qu'il y a eu des mots qui m'ont un peu fait bondir lorsque le président évoquait l'importance de l'indépendance, beaucoup entendu, indépendance économique, stratégique, financière, sanitaire. Toujours évidemment en s'adossant, ça c'est vrai que c'est un petit peu le discours de Macron depuis 2017 sur l'Europe. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendance économique, financière, sanitaire, etc. Gamal aujourd'hui? Moi je réponds d'abord, on va commencer par le sanitaire pour rigoler un petit peu, il faut quand même se marrer. Rappelez-vous du vaccin qui nous avait été promis par le grand laboratoire français il y a 3 ans. Oui, Sanofi. Il n'est jamais arrivé ce vaccin. Pourtant, il est arrivé. Hein. Tous les ans, il arrive. On ne l'a jamais vu. Indépendance, déjà sur le plan sanitaire, pas d'indépendance. Rappelez-vous des masques qui ne devaient plus être fabriqués en Chine, mais fabriqués en France. Ouais. Ils viennent de Chine. Rappelez-vous surtout de l'économie. Alors, l'indépendance économique, quand on est dépendant de l'énergie extérieure, c'est compliqué. Mais surtout, quand on est à la remorque de l'État américain qui est en train de capter toutes les grandes sociétés industrielles européennes au profit des États-Unis. C'est bidon. C'est bidon. C'est du bidon. Très bien. En plus, simplement pour finir, Macron était aux États-Unis pour soi-disant remonter les bretelles de Biden. Il est reparti avec les bretelles montées lui-même. C'est clair. Dans un instant, il y a un auditeur qui souhaite contredire Philippe Boyacki sur l'analyse qu'il en a fait du discours d'allocution d'Emmanuel Macron. Il s'appelle comment? À suivre. Il s'appelle Docteur. À suivre. À suivre également le Zappémat et les infos et à savoir si Gamal ou Philippe décident de les zapper ou de les commenter. On y revient dans un instant. Et Maître Libensky est arrivé dans le studio pour parler de la réforme des retraites et des gilets jaunes. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct dans le LGF, le Grand Forum, je précise, et vous invite demain d'ores et déjà, puisque demain nous recevrons l'avocat franco-palestinien qui a été expulsé d'Israël il y a quelques jours maintenant, de sa terre natale de Jérusalem. Salah Mouri qui sera avec nous demain, ainsi que son épouse Elsa Lefort, invité exclusif, donc il réagira en exclusivité sur France Maghreb 2, première radio pour Salah Mouri demain à 17h, à ne pas louper, dans le LGF. Pour l'heure, donc, Philippe Boyacki. Il y a le docteur qui est avec nous, notre auditeur qui nous appelle fréquemment et qui souhaite te contredire. Docteur, bonsoir. Bonsoir mes amis, je répète, vous souhaitez les meilleurs vœux. Merci docteur. Merci docteur. Y compris Monsieur Mam à distance. Là, il est là, Mam. Bonjour docteur. Très bien ce qu'il dit. Voilà, je reviens en un mot là. Là, Monsieur Philippe Abouayaki, on ne dirait pas que vous êtes français d'origine algérienne. Effectivement, Charles de Gaulle a gagné la guerre militairement en 59 et 61 en Algérie. Mais il a dit, je vais leur filer l'indépendance, mon village s'appellera Colombey, les 2 mosquées. Rappelez-vous, c'est historique, là, oui. C'est un peu une invention, ça. Chacun qui, malgré la force de l'armée française, 1,5 million, plus l'OTAN, le peuple algérien a vaincu. C'est ce que j'ai dit. A vaincu. Oui. Maintenant, effectivement, Monsieur Poutine, on est devant deux délais là, à la guerre en Ukraine. Soit il continue l'invasion impérialiste contre l'Ukraine, et là je vous rejoins, parce que c'est une guerre civile entre chrétiens orthodoxes, ça va être mon sujet dans 5 jours
au Noël des rois mages le 7 janvier, on va parler de ça là aujourd'hui, soit il va faire comme les Américains. Quand les Japonais ont fait couler leur flotte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé la guerre là-bas, 2 villes avec la bombe atomique, malgré qu'ils avaient gagné. On a gagné militairement contre les Allemands et les Japonais. Maintenant, ce qu'il y a lieu à dire, c'est essayer d'arrêter là. Voilà, c'est tout. C'est M. Macron, on a beau dire financier, jeune, tout ce que vous voulez, il était fort dès le début de cette crise. Il essaie d'amener tout le monde à la table de négociation. Évidemment, il y aura des pertes au point de vue territorial, tout ça. Et rappelez-vous, M. Abouayak, je ne sais pas quel âge aviez-vous en 62, quand Kennedy a donné ultimatum 48 heures à Khrouchtchev de quitter Cuba avec 3 bombes atomiques. Ouais, c'était 61. Voilà, donc actuellement, on ne sait pas où on va, surtout en Europe. Effectivement, le monsieur qui a parlé de 10 millions de réfugiés ukrainiens, on ne va pas parler aux 10 millions, mais on en a beaucoup. Maintenant, c'est vrai, c'est triste de différencier les réfugiés africains orientaux et ukrainiens. Mais il faut dire basta à toutes les guerres, y compris les guerres coloniales. Chaque fois qu'il y a un impérialisme qui se mêle dans un autre pays, regardez les Américains, ils ont rasé le Vietnam, ils sont sortis. Regardez comment ils ont fait en Afghanistan, ils sont sortis, etc. Même nous, heureusement, en Mali, on a quitté. Voilà, c'est tout. Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur. Voilà, Merci, il a rhabillé Philippe Bourrecki pour l'hiver ou presque. C'est parti pour un nouveau rendez-vous qui s'appelle le Zappémat. Le principe, le Zappémat, je vous donne des infos et à vous, Gamal et Philippe, d'ailleurs, vous êtes vraiment totalement indépendants tous les deux, de soit la zapper, l'info. Hein, dans ce cas, on entendra ça. Ou alors de la commenter, évidemment, c'est à vous de voir. On y va avec quelques petites infos. Alors, on commence par cette info. Interview du président algérien Tebboune dans le Figaro de Yves Tréhard. On zappe ou on mate? On commente. Philippe. Interview de Tebboune. Ah non, on mate. On mate, d'accord. Alors pourquoi? Alors commente, ça veut dire que si tu mates, tu commentes. Interview de Tebboune dans laquelle donc il a précisé quelques infos, notamment. Le président Abdelmajid Tebboune a clairement dit qu'il fallait renforcer les liens entre la France et l'Algérie. Et c'est quelque chose que j'œuvre moi depuis le début de mon combat politique. Pour dire qu'il y a ces 2 peuples frères, 2 peuples qui s'aiment, qui ont une histoire. Il faut pas la cacher. Mais justement, l'Algérie a besoin de la France a vraiment besoin de l'Algérie. Et je pense qu'ensemble, on peut créer les conditions d'un super remède. Alors il a ironisé dans cette interview en parlant d'un visa pour les Algériens de 132 ans. Et il a aussi dit quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron, de son déplacement en Algérie, comme quoi il était parti chercher du gaz. Il a précisé que la France, à ce stade-là, si elle souhaitait effectivement qu'on augmente la production de gaz, on le ferait, mais que la France ne nous a pas fait la demande. C'est ce qu'a précisé le président Tebboune dans cette interview. Gamal Abina, on zappe ou on commente? Sur ce interview d'Abdelmajid Tebboune par Yves Tréhard. Moi, ce qui me marque le plus, c'est Tréhard surtout, parce que c'est pas forcément un pro-algérien, mais c'est bien qu'il parle même à des journaux qui sont pas très favorables, parce que le Figaro ne fait pas de cadeaux aux Algériens en général. Sur la question du rapprochement, il le fait avec beaucoup de subtilité. Quand il dit que Macron n'est pas venu demander de gaz, évidemment, il ne va pas expliquer à tout le monde. Macron est venu, il va pas le déjuger. Ce serait plutôt insultant. Du butane, du gaz, du propane, il a tout demandé. Non, mais il a dit que la France n'en avait pas fait la demande. Non, il l'a dit. Sauf que ça a été fait. Ça m'a été augmenté de 4%. Donc, pour être très sérieux par rapport à ça, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une refonte des relations et je pense que l'Algérie se sent de moins en moins obligée d'avoir une relation apaisée avec la France, puisque vous avez vu là récemment, ils ont encore nommé un Front National aux amitiés franco-algériennes. Enfin, ça commence à être un peu gros. Hein. Donc je pense qu'il doit y avoir un rapport de force qui se crée pour que les choses se passent. Oui, alors González, puisque tu parles de lui, José González, c'est celui qui s'était fait remarquer par des propos nostalgiques de l'Algérie française et de l'OAS. Effectivement, a obtenu la vice-présidence du groupe Amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Ce qui est assez malsain. Maintenant, je reviens Philippe sur un point. Alors, la formulation n'était pas forcément celle que j'aurais utilisée. Il n'y a pas de peuple frère, il y a des peuples qui peuvent s'entendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de fraternité entre l'Algérie et la France pendant la guerre, parce que c'était une guerre. L'Algérie était violée littéralement par la France en termes économiques, culturels et politiques, mais c'est pas les peuples qui font le travail, c'est les dirigeants. Donc c'est pas une question de peuple. Les peuples se valent les uns les autres, c'est pas un problème. Tant que les dirigeants ne feront pas la paix, les peuples ne seront pas apaisés. Excuse-moi, je rebondis. Rappelle-toi ce qui s'est passé en 39-45 entre la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, on parle de la fraternité et du couple franco-allemand. Il fallait combien d'années pour ça? Mais attends, c'est bon. 62. Il y a une différence remarquable. La vraie différence, c'est que l'Allemagne est vaincue, écrasée et capitule.
Ouais. La France n'a pas capitulé en Algérie, elle a perdu la guerre, mais sans capitulation. Et surtout, l'Allemagne reconnaît ces crimes que la France ne reconnaît pas. Donc pour que la France se mette en bon terme avec l'Allemagne, il y a un procès qui a lieu, Nuremberg, et d'autres procès qui suivent, et l'Allemagne est condamnée. La France n'est ni condamnée ni reconnaît ses crimes. C'est là qu'il y a un problème qui bloque. Alors il y a deux choses aussi dans cette interview intéressante à propos des relations exécrables entre le Maroc et l'Algérie. Beaucoup ont parlé d'un émissaire jordanien, le roi Abdallah, qui serait venu pour faire le lien entre les deux pays. Il a affirmé qu'il n'avait aucun émissaire et qu'il n'y en aurait jamais, et que le premier à être au courant d'un éventuel émissaire serait le peuple algérien. Concernant un deuxième mandat, il a dit également qu'il se réservait la réponse au peuple algérien en premier lieu. Il a demandé aussi à la France à ce qu'elle répare et nettoie tout ce qui est essai nucléaire aussi et de ses conséquences. Et à propos de la victoire donc du Maroc, de sa percée historique de l'équipe de foot, il a également dit qu'il avait salué évidemment ce beau parcours, comme quoi l'équipe marocaine était un représentant du Maghreb, du monde arabe en général, tout comme d'ailleurs il a rappelé que le Marocain avait salué la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations de l'Algérie en 2019. Eh bien ça, c'est tout, c'est fin, c'est beau. Non, c'est pas seulement la diplomatie. C'est tout à son honneur et il rattrape un peu les bévues de certains médias en Algérie. Effectivement, nous devions et nous devons saluer cette extraordinaire victoire parce qu'elle nous représente comme les Algériens représentaient les Marocains quand ils gagnaient. Là-dessus, la fraternité n'est pas discutable. Bon, alors, messieurs, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Ah bah j'en ai encore, j'ai pas. Tiens, une information justement qui nous emmène au Maroc, au pays voisin. Le Maroc qui ferme ses frontières à tous les voyageurs venant de Chine. On commente ou on zappe? On commente. Alors Gamal, vas-y. Alors pour une fois, c'est rare quand je suis d'accord avec l'autorité marocaine, pour une fois ils ont raison. C'est ce qu'on aurait dû faire dès la première vague, et ils ont raison de le faire, mais pas seulement Alors fermer les frontières, c'est un peu trop extrême à mon sens. Contrôler les frontières, parce que fermer, ça va un peu trop loin, mais il faut contrôler les gens qui arrivent de Chine pour voir s'ils sont pas malades, parce que s'il y a un variant violent qui arrive, on le prend dans la figure. Donc c'est vrai qu'il faut des mesures de contrainte de la maladie, de contaminement, de telle sorte qu'on ne soit pas impacté, et je rejoins tous les États qui auront l'intelligence de faire ça. Fermer les frontières à toute personne, aux voyageurs venant de Chine, Philippe, tu zappes ou tu commentes? Non, je commente, mais j'en dirai pas plus que ce que vient de dire Gamal. Ouais, il faut contrôler les gens, ceux qui sont pour plusieurs raisons. Une, effectivement, pour protéger la population. Deuxièmement, pour détecter les variants, pour pouvoir adapter l'offre de soins selon les variants. Parce que le problème, c'est pas que les gens te ramènent le Covid, c'est que tu ramènes quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas. Et donc, du coup, en isolant les gens et en faisant la détection de quelle souche il est, tu peux adapter tes soins par rapport à ça. Allez, dernière information à zapper ou à commenter. Allocation adulte handicapé, du nouveau pour les titulaires de cette allocation. À partir du mois d'octobre prochain, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte. On commente ou on zappe? Aussi on commente. Évidemment. Alors Philippe, vas-y. Bravo, c'est ce que nous demandions en tout cas à l'écologie au centre depuis longtemps et vous en demandez des choses. Et d'autres. Hein. C'est le but de gens qui s'investissent en politique. C'est de demander et de vous faire des propositions. Si tu veux, on peut aller jouer au billes et continuer à toucher notre indemnité tranquillement sans rien faire, mais c'est pas le but de la maison. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux et vous verrez ce que je fais avec mes indemnités. Je ne touche pas tes indemnités. Hein. Si je reverse. Je reverse la moitié de mes indemnités après déduction des frais. Donc tu salues cette initiative. Bien sûr, je salue parce que c'est les détenteurs de l'allocation adulte handicapé. Mais évidemment, parce que si tu veux, c'est ce qu'on appelle la déconjugaison. Ça a obligé les gens à ne plus se paxer, à ne plus se marier, à ne plus vivre ensemble alors qu'ils s'aimaient. Tout ça parce que pour quelques centaines d'euros, ils se retrouvent imposables, assujettis. Enfin, c'était précariser les gens et les précariser en amour. Moi, je salue toute initiative qui va dans la protection des plus fragiles. Un État fort, je le répète tout le temps, doit protéger les faibles. En l'occurrence, on ne va pas sanctionner un couple parce qu'une des deux personnes qui est handicapée et qui ne l'a pas cherché se retrouve avec une allocation. Il est normal que ces allocations la protègent parce que si un jour le couple disparaît, eh bien la personne la plus fragile n'aura pas les moyens de faire face. Eh ben vous avez été parfait pour ce premier Zapémat. Vous avez vu, c'est sympa. Hein, coup de gueule, coup de cœur. Vous avez une idée de ce que vous allez nous faire tout à l'heure? Franchement, si j'ai vu un truc passer là, j'ai trouvé ça scandaleux. D'accord, Gamal, t'as une idée? Oui. D'accord, très bien. Ne bougez pas. France Maghreb 2, service, info, musique.
divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bienvenue dans le LGF sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, Kamal Abina et vous, amis auditrices, auditeurs. 01 40 33 9000. Nous ouvrons un nouveau débat à présent pour parler maintenant des Gilets jaunes qui évidemment sont sortis, vous vous en souvenez, en 2018. Et David Libensky, maître Libensky, qui est avec nous. Bonsoir maître. Bonsoir. Et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous les avez suivis, vous les avez accompagnés, vous les avez défendus, vous avez écrit également sur eux. Vous avez été aussi de ceux qui avaient fait partie des manifestations. Vous avez vu la violence policière s'opérer contre eux, contre vous également. Est-ce que la réforme des retraites, c'est un sujet tant attendu, où les syndicats sont vent debout contre cette réforme, où le président Macron en a largement parlé dans son allocution de samedi dernier, en faisant peut-être exprès, pour pas mettre de l'huile sur le feu, de ne pas parler d'âge, 64, 65, etc. En tout cas, il a dit, et il a affirmé, quoi qu'il arrive, elle passera, elle entrera en discussion à partir du 10 janvier pour une mise en application dès la fin de l'été prochain. Est-ce que cette réforme des retraites, maître, va faire ressortir les Gilets jaunes ? Alors, à la base, en fait, les Gilets jaunes, ils étaient sortis pour la taxe, pour une taxe sur l'essence. Oui. Ils n'étaient pas vraiment sortis pour ce type de mesures, voilà. Mais en tout cas, ils sont quand même concernés, puisqu'ils étaient aussi sortis pour la justice sociale. Donc effectivement, depuis quelques mois, il y a des appels de groupes de Gilets jaunes, en fait, qui appellent à manifester samedi prochain, le samedi 7 janvier. Ouais. Donc ça, je vous le dis en exclusivité, il y aura une manifestation Gilets jaunes sur cette thématique, sur la réforme des retraites et bien d'autres, auxquelles on va un petit peu discuter. Donc le samedi 7 janvier, il y a une déclaration qui a été déposée à la préfecture de police aujourd'hui. Donc il y aura bien une manifestation Gilets jaunes sur les retraites. Mais il n'y a pas que les retraites, et ça c'est bien la difficulté, puisque je rappelle que quand même, concernant les retraites, que nos caisses de retraite actuelles sont excédentaires. C'est qu'à partir, je crois, de 2027 ou 2030, qui pourrait avoir un petit déficit. Mais en tout cas, il n'y a pas que les retraites, il y a l'inflation, parce que là, vous parliez tout à l'heure d'inflation, mais les produits de première nécessité, beaucoup de produits de première nécessité ont augmenté de 20%. Donc on est aussi touché aussi fortement par l'inflation, même si le gouvernement dit qu'on arrive à mieux maîtriser l'augmentation de l'inflation que d'autres pays. Bon, il faut surtout regarder les produits inflation, réforme des retraites. Réforme des retraites. Ouais. Et tout va mal, de toute façon aujourd'hui tout va mal, donc mais pourtant, les salaires, augmentation. La situation est quand même beaucoup plus compliquée qu'elle l'était au mois de novembre 2018 lorsque les Gilets jaunes sont sortis, David. On était je vous rappelle, un prix d'essence à 1,40 €, 1,50 €. Tout à fait, là aujourd'hui on se rapproche des 2 €. Je veux dire, les Gilets jaunes, c'est qui aujourd'hui? C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Qui sont-ils? En fait, il y a une gilet jaunisation de la société. Oui, mais c'est qui? Mais c'est les précaires, c'est les classes. Maintenant, ça touche. En fait, les Gilets jaunes, c'était toutes les classes. La classe moyenne, les classes défavorisées. Après, il faut dire que, tu en as un petit peu fait état. Pendant 3-4 ans, ils ont été massacrés, ils ont été violentés, ils ont été borgnés, ils ont été mutilés. Pendant 4 ans, parce que quand il y avait la masse à Paris, c'est parce que surtout les provinciaux venaient. Ouais, mais bon, venir de la province, ça coûte, venir tous les samedis. Et puis voilà, il y a une forme un petit peu de découragement. Faut non plus. Mais il y a eu des erreurs de commises justement par ces organisateurs, David. On le voit, il y a eu beaucoup d'élan et de solidarité au début. Et ensuite, ça s'est vraiment atténué parce qu'on s'est aperçu finalement que c'était des scènes de guérilla tous les samedis à Paris. Où vraiment les Gilets jaunes étaient de moins en moins nombreux et de plus en plus de radicaux. Et ce mouvement a tenté aussi d'être récupéré politiquement, il faut le dire aussi. Oui, bien sûr. Et pour y avoir été à plusieurs reprises, voilà, les Gilets jaunes du début n'étaient pas ceux qui étaient encore là à la fin. Je veux dire, c'était pas les mêmes. Non, mais tout à fait. Mais bon, après, c'est toujours la version médiatique des mainstream, d'ailleurs, que ce soit les Gilets jaunes ou souvent d'autres manifestations. En fait, les médias font état des violences, donc disent c'est des manifestations violentes. Voilà, les gouvernements successifs procèdent de cette manière, en fait, pour essayer d'étouffer des mouvements sociaux. Ça, c'est quelque chose qui dure depuis des années, mais oui, il y a eu la masse, mais rends-toi compte quand même c'est un mouvement qui dure encore, mais qui a duré vraiment, où il y avait la masse au moins pendant 1 an, où tous les gens venaient tous les samedis. Ça c'est du jamais vu en fin de compte. Ouais, mais je veux dire, ça représentait pas un chiffre inquiétant pour le gouvernement, David. Jamais ça a été, à part peut-être les 3 ou 4 premières manifestations
et notamment celle du 1er décembre, je crois, qui a vraiment dérapé en 2018. Pour le reste, sincèrement, il n'y avait pas de quoi inquiéter le gouvernement. Vous étiez quoi 50 000, 60 000 dans les rues de France, quoi. Je veux dire. Ça représente rien, en fait. Non, mais ça représente rien, mais en fin de compte, un gilet jaune valait 10 citoyens parce qu'ils avaient une telle détermination à venir manifester, et même maintenant, à venir manifester tous les samedis. Donc, si tu veux, voilà, c'est un mouvement historique. Concernant la réforme des retraites, bien sûr, tout le monde est concerné, même si ça ne fait pas partie des revendications premières des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, de toute façon, les Gilets jaunes accompagnent tous les mouvements sociaux, notamment en matière de justice sociale. Alors, ce qui est important le 7 janvier, parce que les Gilets jaunes vont être les premiers dans la rue. Ils ne veulent pas forcément se mêler aux syndicats, puisque les syndicats, eux, ont une manifestation que je crois qui est prévue fin mi-janvier, et la France Insoumise le 21 janvier. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, en fait, contrairement à un mouvement politique comme France Insoumise ou autre, ou contrairement à un mouvement syndical, en fait, il a la particularité, en fait, de représenter en fait toutes les couches sociales de la société. Même si tu l'as dit, effectivement, il y a la France Insoumise, voire le Rassemblement un petit National, peu le RN et le RN, beaucoup, le FN de l'époque, qui a essayé d'instrumentaliser. Philippot notamment. Oui, mais ça n'a jamais marché. Ouais, ça n'a jamais marché. Non. Alors après, non, ça n'a jamais marché, puisqu'à la base, en fait, le mouvement était apolitique à partisans. Donc, Philippe, toi, tu les as suivis, Philippe, pendant tous les week-ends et pendant d'ailleurs de nombreuses semaines. Tu les accompagnais à ton téléphone, c'est le meilleur témoin finalement de ce qui se passait sur le terrain. Avec vous, Oui, non, mais bien sûr. Philippe, aujourd'hui, est-ce que tu crois vraiment j'ai l'impression que les gens sont résignés, Philippe. Effectivement, alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, c'est-à-dire qu'il y a eu la violence très importante qui a été opérée contre eux de la police. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont refait leur stock là, les policiers. Ils sont prêts à affronter encore de nouvelles manifestations. Et c'est vrai que quand tu te fais violenter tous les samedis, au bout d'un moment, tu te décourages. Tu te dis, est-ce que pour autant, là, ce sujet, la réforme des retraites, peut faire redescendre peut-être de nouveaux gilets jaunes ou des gilets jaunes différents dans les rues? Des citoyens. Il peut y avoir le canal historique. Parce que c'est un noyau dur et c'est devenu bien plus que... Non, mais c'est devenu une famille. C'était impressionnant, quoi. Vraiment, c'était devenu une famille. Des gens qui se connaissaient une date dans une dev et qui sont des camarades de lutte dans un maquis urbain, réellement. Je t'assure, moi, j'ai assisté à des scènes de guérilla urbaine. C'est pas une blague. Et les violences n'étaient pas là où on pensait qu'elles auraient pu être... initié de base. Sincèrement, on a vu des choses où, si tu me l'avais dit, je t'aurais pas cru. J'ai vu des mecs ressembler à des Black Blocs, sortir du bloc, passer le cordon de CRS et se transformer en flic. C'est des images qu'on a prises, qui ont été dont les Facebook Live ont sauté sur Facebook. La police a infiltré les Black Blocs. Ah oui, le 17 novembre, lors du premier anniversaire. C'est sûr, je te promets. Voilà. Ça a été et après, vu, bon, ce qui est incroyable dans ce mouvement, c'est cette solidarité, comme tu le dis, un petit peu cette fraternité. Mais c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est la détermination qu'ils ont. Mais tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre et que tu as... t'as la rage de vivre. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Gamal, est-ce que finalement... t'as des gens qui non, je pense pas. Non, qui n'arrivaient le 15 Gamal, est-ce que le gouvernement a des raisons de trembler avec la ressorte, enfin le fait que les gilets jaunes ressortent? Oui, il a raison. C'est pas les gilets jaunes tout seuls, parce que ça ne marchera pas, parce qu'ils ont été très très violentés, il faut le rappeler. Mais je suis pas d'accord avec l'idée qu'ils avaient plus rien à perdre. C'est faux. C'est une classe moyenne, souvent provinciale, qui avait peur effectivement d'une dégradation de ses niveaux de vie. Franchement, la classe moyenne, c'est plutôt la classe précaire. Une classe précaire, intermédiaire, moyenne. Non, on les a vus, on était là sur place. Non, Christophe, il n'y avait pas que c'était les salariés qui ils manifestaient le samedi. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient la semaine. Il y avait tout, mais il y avait beaucoup de salariés qui étaient là. C'est rare quand on voit des salariés manifester sans être pris par un syndicat. Donc ça veut dire que c'est les gens qui anticipaient un mouvement qui allait être dangereux pour eux, parce que c'est les gens qui travaillaient, dont l'essence augmentait et dont le coût de la vie allait augmenter, et donc mécaniquement ils se sont dit on va être fragilisés. C'est le pouvoir d'achat. C'est vraiment une manifestation du pouvoir d'achat contre lequel évidemment ils étaient vent debout. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas manifesté quand le pétrole est monté, enfin l'essence monte à 2 €? Parce que la différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant c'est le gouvernement qui disait qu'il allait augmenter le prix. Donc là, les gilets jaunes se disent, attends, ils se foutent de nous, ils n'arrêtent pas de nous taxer, en plus ils veulent augmenter la taxe sur la taxe, alors qu'aujourd'hui, l'essence est très haut, et ils se disent, bon, c'est cher, c'est vrai, mais c'est pas de leur faute, c'est l'international. Donc on charge moins le gouvernement quand on considère qu'il n'est pas responsable, alors qu'avant, ils avaient une responsabilité pleine et entière. David Libensky, sur ce que vient de dire Gamal, tu souscris ou pas? Oui, un petit peu, mais après, bon, je crois que
Beaucoup de gens, en fait, je vois dans la rue, un peu partout. Alors, c'est quand que les Gilets jaunes reviennent. Oui, une demande. De manière récurrente, et bon, c'est très bien, hein, moi, ça me gêne pas beaucoup. De 2 à 3 fois par an, est-ce que, voilà, il y a la presse mainstream qui dit est-ce que les Gilets jaunes vont revenir, etc. Voilà. Donc, on a l'impression que ce mouvement a quand même pris un sérieux coup, quoi. Je veux dire, la crise du Covid est quand même passée par là. David, oui, non, mais bien sûr. Les Gilets jaunes, samedi, si vous avez 50 000 personnes, ce serait une réussite. C'est déjà énorme, 50, Christophe, quand tu dis peu. C'est énorme, 50 000 personnes. Mais ça représentera un syndicat organisé a du mal à. Non, je suis d'accord. Dans la valeur absolue, c'est pas beaucoup. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire trembler Macron. Oui, mais un syndicat, s'il amène 100 000 personnes dans la rue, c'est déjà beaucoup. Alors qu'ils soient organisés. Moi, je trouve que c'est quand même très important. Oui, alors, non, mais ce qui est important, enfin, tu l'as dit toi-même, Christophe, les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement structuré. Donc, en fait, il est difficile d'anticiper le monde qui y aura. Pour la prochaine manif, samedi 7 janvier. C'est peut-être ce qui lui fait défaut, David, non? De pas avoir été structuré, justement. Oui, mais c'est ce qui fait aussi, en fin de compte, sa force. C'est ce qui a fait sa force au début, le fait que ce soit un mouvement spontané. Après, c'est quoi un mouvement structuré? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lire des porte-paroles, des chefs, etc. Le gouvernement les aurait ciblés. On sait comment ça se passe dans les mouvements un petit peu hiérarchisés ou très organisés. Donc, je pense qu'en fin de compte, oui, c'était... peut-être un défaut à la fin, mais je suis même pas sûr parce que les gens sont sortis spontanément. Voilà. On les a traités comment d'ailleurs, judiciairement parlant, David? Judiciairement, il y a énormément de gardes à vue, de condamnations. Il y a eu beaucoup de gardes à vue, il y a eu beaucoup de condamnations de Gilets jaunes, notamment en province, mais ce qu'on en rappelle rarement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de condamnations de policiers. Moi, j'ai fait condamner 2 policiers, quand même. Bien sûr. C'est bien de le remonter, ça. Donc, il y a eu quand même des réussites parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de la police, donc ils ont été condamnés. Et bon. Moi, j'ai rien contre la police, mais bon, au moins, justice là-dessus a été rendue. Après, bon, ce qui est inquiétant, ça concerne les personnes qui sont éborgnées. Parce que là, aujourd'hui, pour te prendre l'exemple de Jérôme Rodriguez, je te prends un exemple, mais Jérôme Rodriguez, son procès n'a pas lieu. Là, ça fait quand même... ça fera 4 ans. Là, ça, voilà, au mois de 21 janvier, je crois. Ouais. Ça fera 4 ans, en fait, qu'il a été éborgné. Et... son affaire n'avance pas. Il y a un policier qui est mis en examen, mais il n'y a pas que lui. Il y a Manu du Nord qui avait été borné lors de l'anniversaire des Gilets jaunes. Il y a des gens aussi qui avaient été bornés en décembre 2018. Voilà, et eux, il y en a plein en fait où il y a eu des classements sans suite alors qu'ils avaient été bornés. Donc c'est ça en fin de compte pourquoi aussi il y a beaucoup de Gilets jaunes qui continuent parce que il y a une impunité en fin de compte judiciaire. Le gouvernement s'est même pas excusé. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur... On pense à Zineb Redouane, par exemple, qui a été à Marseille une victime collatérale. Tout à fait. Donc, si tu veux, il y a ça qui reste, qui fait que ça sert. Il y a des personnes en fait qui sont toujours donc motivées pour sortir dans la rue. Rien que pour cette raison. Mais après, en fait, on vit tellement d'injustice sociale depuis plusieurs années. Puis bon, ce qui est inquiétant, c'est surtout l'inflation. En fait, les salaires n'augmentent pas, mais les produits de première nécessité augmentent. Le gouvernement, il fait des petites compensations, mais qui ne servent pas à grand-chose. Là, j'ai vu quasiment quotidiennement, je lis dans la presse, une boulangerie qui ferme. C'est quand même inquiétant parce que parce que autant peut-être le gouvernement a protégé plus ou moins de manière relative les particuliers, mais en tout cas les petits commerçants, ils sont pas du tout protégés. C'est quand même incroyable. Des boulangeries qui ferment parce que le prix de l'électricité pour eux en fait a été quadruplé. Et je crois que là, malheureusement... Alors, il y a quand même un chiffre qui interpelle. Il y aurait à peu près entre 9 et 10 millions de précaires dans ce pays. C'est quand même assez conséquent. Ouais. Et pour autant, on n'arrive pas à rassembler une foule de masse dans une manifestation. C'est vrai. Comment tu l'expliques, David? C'est vrai. C'est... Parce que c'est 10 millions quand même, ça laisse de la marge. Oui, c'est des millions, mais malheureusement, j'ai l'impression que tant que leur frigo ne sera pas vide, les Français ne sortiront pas. C'est quand même malheureux. Parce qu'on a un pays de révolte, la Révolution française, c'est on a un pays qui est on est sensible aux injustices sociales, il y a de plus en plus d'injustices sociales. Les plus riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et donc c'est vrai que c'est inquiétant, mais malheureusement, j'ai le sentiment que ça va mal finir, qu'à un moment donné... de toute façon, on va toucher le fond. On entend ça tout le temps, David. On entend ça tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a un mot qui quand même résonne. C'est la résignation.
Oui, mais je te signale que le mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, personne n'avait voulu venir. Bien sûr. Et Macron, il était prêt à prendre l'hélicoptère pour partir. Tout à fait. Ouais. On attaquer dans un pays étranger ou je ne sais où. Ça a été chaud, notamment le 1er décembre. Effectivement. Oui, Philippe. 3 décembre. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, si tu veux, c'est difficile. Nous, évidemment. Il y avait un nuage de lacrymogène sur Paris. Nous, on organise, moi-même, avec d'autres, j'organise des manifs, des mouvements sociaux. Donc, on essaie d'anticiper, de savoir s'il y aura du monde. Alors, en fin de compte, c'est compliqué. On en reparle dans un instant, ne bouge pas, mon David. Puis j'aurais une question, puisque toi, tu es avocat et je t'ai entendu sur une autre radio que je ne citerai pas, t'interroger sur le caractère, vous savez ce qui s'est passé par rapport à la tuerie des Kurdes à Paris. Ça mérite quand même qu'on s'engueule un peu dans un instant avec David Libenski, notre invité. À tout de suite. On va s'engueuler, super. Ah bah oui, on est là pour ça, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste avec nous sur France Maghreb 2, Philippe Boureki, Gamal Abina, et on continue à parler de cette réforme de retraite. Va-t-elle faire ressortir les gilets jaunes? Si oui, on en parle avec vous, 01. Gardez la forme chez Basic Fit. Vous méritez de vous sentir bien. Profitez dès maintenant de... Pas beaucoup de pubs aujourd'hui, tant mieux, on va pas s'en plaindre finalement. Avec Gamal Abina, avec Philippe Boureki, notre invité, maître David Libenski, pour parler donc de cette réforme des retraites. Va-t-elle faire ressortir les gilets jaunes? C'est notre débat du jour, notre question que nous nous posons avec vous et avec maître David Libenski, avec cette manifestation qui va se dérouler où d'ailleurs, David, samedi prochain, le 7 janvier? Alors pour l'instant, c'est difficile de dire aux personnes qui nous écoutent où, parce que le trajet est en train d'être négocié avec la préfecture. La déclaration, elle a été envoyée aujourd'hui. D'accord. Donc c'est déposé en préfecture. Alors, donc c'est l'inauguration des mouvements sociaux, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Et est-ce que Gamal, tu penses que ça va répéter, ça va repartir, ça va ressortir? Moi, je pense qu'il y aura des mouvements sociaux, évidemment. Je ne sais pas s'ils auront la forme de gilets jaunes, mais ils seront présents, évidemment. Mais j'ai envie de dire sincèrement, j'en parlais à l'instant avec David, franchement, c'est la première fois que je vois dans le monde, peut-être, à part l'extrême droite qui se montrait, mais bon, que des gens manifestent avec... Il faut du courage. Moi je ne serais jamais allé avec un gilet jaune pour affronter les LBD. Viennent avec un gilet jaune comme s'ils venaient avec une cible sur eux pour se faire tirer dessus. C'était impressionnant qu'ils aient eu le courage de sortir à nouveau avec ça chaque week-end, sachant que quoi qu'il arrive, ils seraient ciblés. Donc là-dessus, je pense que ce qui va peut-être les dissuader, c'est le gilet. Peut-être moins le porter. Ouais. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils seront présents pour le social. Philippe, tu penses que ça peut reconduire à un mouvement de masse? Je sais pas. Franchement, je suis dubitatif dans le sens où je sais pas si vous avez pas vu les images de violence dans lesquelles ils se sont fait fracasser. Même nous, les journalistes, on se faisait taper. Tu te rappelles cette image où il y a un mec qui me charge, où je lève le pied, j'ai failli lui mettre un Maoshi en pleine tête. Tout le monde, des journalistes, ça s'est jamais vu. Et écoute, il y a des fois, nous, on s'est retrouvés nassés des journalistes. Alors, je vous rassure, hein, pas ceux de CNews ou de BFM. Non, ils étaient protégés par les cordons de CRS. Il y a Emmanuel Alison de l'Obs qui a été... Regarde Rémi Buzine, le nombre de fois qui s'est retrouvé malmené, Eric Radio Tangossa, je veux aussi saluer aussi Christelle, Amar Touati, notre qui est à l'Outsider. Mais franchement, c'était... vraiment, voilà, c'était... Et je voudrais quand même qu'on dise un petit mot d'amitié à Jérôme Rodriguez, notre pote, qui a perdu l'œil, Éric Drouet, qui a perdu beaucoup, Nicole Flyrader, Maxime, il y avait aussi Priscilla Ludowski, et Fauzi Lelouch avec Jamel, ils sont extraordinaires. Ils sont toujours là, d'ailleurs. C'est Fauzi qui vous passe le bonjour. Fauzi, une boule d'amour, le mec, il est entier, il est engagé à se vendre, et tu verrais toutes les galères qu'on lui a fait, etc. Le type, il est là, il lâche pas, il a toujours été bienveillant, poli, respectueux, jamais... Tu vois, à n'importe quel moment, ils auraient pu foutre un bordel pas possible appeler à l'insurrection. Jamais, écoute, regarde la force. Jérôme, il est sur son lit, ok? Il perd son œil, bordel de merde. Et il appelle au calme. Et à chaque fois ils disent mais nous on n'en veut pas aux flics, on en veut à ceux qui sont au-dessus, qui donnent des ordres mais ces gens-là devraient non simplement il devrait y avoir une loi pour amnistier tous les gilets jaunes et une loi pour faire réparer tous les actes qui ont été commis. Bon, alors vos appels au 01 40 33 9000. David, il faut qu'on s'attarde sur un petit truc. Je t'ai entendu sur notre radio ne pas être d'accord sur la qualification de attentat terroriste par rapport à ce qui s'est passé à Paris. On rappelle donc un monsieur raciste, hein, il s'en est pas caché d'ailleurs, a tué 3 Kurdes à Paris, donc en plein dans le 10e arrondissement de Paris.
les médias ont osé parler de fusillade. Alors on a juste repris un peu les significations, enfin les significations du mot fusillade. Fusillade, c'est ça se passe par arme croisée, donc c'est pas une fusillade. Tuerie, à la limite, ça passe. Pourquoi est-ce que quand c'est pas un Mohamed, on va la faire plus simple, on parle pas d'attentat terroriste, David? Mais écoute, moi de mémoire, même quand c'est un Mohamed en fait qui tire sur la foule, on ne dit pas forcément que c'est un attentat terroriste. Tu plaisantes ou quoi, David? Non, je t'invite à... alors là, sans déconner, non, tu peux pas dire ça, David. Alors, les médias n'attendent même pas que la justice se prononce, puisque là, on n'arrête pas de nous rappeler qu'il faut attendre que la justice, la justice doit qualifier l'acte. Les médias n'attendent pas, on parle immédiatement d'attentat terroriste. D'ailleurs, le parquet s'auto-saisit et compagnie. Là, aujourd'hui, on a un mec qui se fait appeler William, je ne sais quoi, qui ressort de prison, qui joue et qui commet un acte de cette ampleur-là à Paris, et on ne veut pas parler d'attentat terroriste. Je te rappelle, David, que le terrorisme, c'est pratiquer la terreur. C'est pratiquer la terreur au nom d'une organisation politique, au nom du racisme, au nom de la signification, elle est là. Comme tu dis, en fait, au nom d'une idéologie, au nom d'une, enfin, surtout au nom d'une organisation politique ou autre. Oui. Mais après, bon, moi, le juriste que je suis, de toute façon, je peux pas adhérer, en fait, à quelqu'un qui me dit que c'est un attentat terroriste. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une enquête en cours. En plus, à l'époque, quand j'étais passé sur cette radio, le parquet, enfin antiterroriste d'ailleurs, ne s'est pas autosaisi d'ailleurs, même maintenant. Après, évidemment, c'est un assassinat raciste, ça je suis d'accord. Puisque après la courte enquête qui a eu lieu, puis l'audition de mise en cause de ce William, bon, il a reconnu que c'était un acte raciste. Après, terroriste, il faut faire attention, en fait, la terminologie. Je suis d'accord avec toi, peut-être pour le traitement. Il y a beaucoup de médias mainstream que quand c'est un Mohamed qui donne un coup de couteau ou qui tire sur la foule, on dit que c'est un attentat terroriste. Ça, là-dessus, je peux en convenir. Après, moi, en tant que juriste, je ne peux que m'interdire de dire que c'était un attentat terroriste, puisque le parquet s'était même pas autosaisi en plus. Gamal, est-ce que c'était un attentat terroriste? Il faut déjà expliquer ce que veut dire la terreur. Ouais. C'est un concept qui est né sous la Révolution française. L'objectif, et c'est là où on peut parler d'organisation politique, c'était de faire peur à une majorité de gens pour asseoir une idéologie, en l'occurrence la Révolution. Donc c'est né là-dessus, il ne faut jamais l'oublier. On a eu plusieurs actions terroristes conduites par des organisations politiques, effectivement, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche d'ailleurs, qui ont conduit à la mort de personnes dans le but de convaincre, dans un but précis de convaincre d'une idéologie. On le voit bien avec Daesh, par exemple, où souvent on disait que des types qui étaient des loups solitaires se réclamaient de Daesh. Alors c'est là où je rejoins Christophe. Les médias mainstream, ça ne veut pas dire que le parquet se saisissait dans ces termes-là, mais en général disait oui. Puisqu'il se réclame de Daesh, il est donc politisé, c'est donc terroriste. C'est vrai. Ouais. Par contre, dans les faits, alors maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que cet homme était suivi par les services? Non. Est-ce qu'il était encarté au Front National? Non. Est-ce qu'il avait une idéologie en dehors du racisme définie politiquement? Non. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut se dire que c'est pas, sur un plan juridique, stricto sensu, c'est pas terroriste. Par contre, le fait de tuer des gens dans la foule, au hasard, à destination d'étrangers, là, ça crée effectivement un climat de terreur, effectivement, qui conduit à dire que, et c'est pour ça que le terme doit être défini, sur un plan juridique, ça n'est pas forcément qualifiable en tant qu'attentat terroriste. C'est pour ça qu'on attend ce qu'ils vont retenir comme qualification, c'est important. Ah non, mais de toute façon, la qualification qu'ils vont retenir, alors, assassinat, c'est évident, ou meurtre. Avec motivation raciste, oui. Assassinat, bon, faut voir s'il avait prémédité son acte, là, c'est un assassinat. Autrement, c'est un meurtre. Voilà, autrement, c'est un homicide ou un meurtre. Après, ils vont évidemment rajouter le caractère raciste, qui est un facteur aggravant évidemment, de l'infraction. Mais après, c'est vrai que nous, en fait, dans l'imaginaire, peut-être, nous, on voit ça une organisation terroriste. Les gens, en fait, quand ils ont besoin de percevoir qu'il y a une revendication au nom d'une organisation politique, religieuse ou idéologique pour dire en fait que c'est un attentat terroriste. Mais après, bon, je suis d'accord, hein, souvent quand c'est à Mohamed, les médias mainstream disent attentat. Tout de suite, alors ils disent pas forcément attentat terroriste, mais tout de suite ils se posent la question est-ce que c'est un attentat terroriste tu vois. Mais bon, voilà, le terrorisme, ça concerne aussi l'extrême droite, comme tu l'as dit, l'extrême gauche, à l'époque, peut-être d'Action Directe. Les brigades rouges, etc. Mais... Ou le Sentier lumineux en Amérique du Sud, on avait ça partout. Bon, Philippe, attentat terroriste ou pas? Selon toi, hein. Ah non, mais c'est clair. Pour les Kurdes, c'est un attentat terroriste. Non, parce que c'est Erdogan qui l'a commandité, c'est pour ça. C'est un attentat terroriste. Oui, le terrorisme, c'est de mettre David te dit non. David te dit non. C'est son droit de dire non et c'est mon droit de dire oui.
Et donc je vais utiliser mon droit de dire oui, c'est un attentat terroriste. Bien près du micro. C'est un attentat terroriste. Merci. Du fait qu'il a commis une terreur avec une idéologie bien précise qui est le racisme. Ouais. Nous n'avons pas besoin d'appartenir forcément à un groupe, ça peut être un individu isolé, indépendant. L'acte est un attentat terroriste, c'est un terroriste qui a commis un attentat raciste. Point. Je ne vois pas pourquoi on philosophe là-dessus. Parce que Maître Libensky ne veut pas reconnaître cet acte-là. Mais Maître Libensky n'a gagné aucun procès depuis 20 ans. Ça ne compte pas, à son avis. Et en plus, il était gilet jaune. En plus, c'est l'avocat des gilets jaunes est gratuit. Non, je voudrais vraiment remercier David. Et ça, on ne le dit pas. Non, en fait, Philippe, tu manques de rigueur juridique. Non, mais c'est pas une question de rigueur juridique. C'est une question d'humanisme. Non, dans le droit, non, mais je m'en fous du droit. Je parle d'humanisme. Non, sérieusement. C'est un attentat terroriste, point. Je vois pas pourquoi on chipote là-dessus. Mais à chaque fois que c'est pas un Mohamed qui commet, rappelle-toi, rapidement, on dit oui, bon, on va voir l'infirmerie psychiatrique parce que peut-être qu'il a des problèmes. Mais attends, il y a 1 an avant, il attaque un camp de migrants à coups de sabre. Et il le dit, et le truc le plus fou, c'est qu'il dit, au début, j'allais à Saint-Denis, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez d'étrangers. Alors, je sais pas de quel Saint-Denis il parlait. Oui, je sais pas non plus. Bon, il avait un suivi. Oui, peut-être. Oui, de toute façon, tous ces gens-là sont fous, c'est clair. Non, ils sont pas fous. Non, ils sont pas fous. Non, c'est motivé, c'est pas fou. Les commanditaires, c'est une action qui n'est pas folle. Les commanditaires sont pas fous. Ceux qui commettent l'acte, je peux t'assurer qu'ils sont complètement Non, c'est pas vrai. Si, quand il y a une action qui est réfléchie et préméditée, en l'occurrence, c'est pas de la folie. La folie, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas motivé. Oui. Lui, sa motivation est claire, il est raciste, il n'aime pas l'étranger. Donc il fait ça, faut être fou. Non, tu considères c'est la folie. Alors, au sens psychiatrique, les psychiatres te diront qu'il n'est pas fou. Voilà, c'est ça. Pourquoi il n'est pas fou? Parce que justement, il est plutôt raciste, puisqu'avant, en fait, il avait attaqué un camp de migrants. Tout à fait. Et là, en fait, il s'est attaqué à la communauté kurde. Ce qui fait qu'il y a une cohérence dans son esprit, quoi. Dans son idéologie. Voilà, et il y a... Non, mais ces gens-là, ils sont dérangés. Ces gens qui... Non, mais bon, oui, dérangés, mais bon... Ils sont dérangés. Non, mais tu peux dire que politiquement, c'est dérangé, mais Hitler n'était pas fou. Il était entouré que de gens très structurés, très normaux, très réfléchis, qui avaient une idéologie qui était crasse, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, c'est des gens qui étaient structurés. Bon, non, je voudrais juste rappeler quelque chose pour que ça soit bien clair, parce que j'avais vu des choses polémiques, etc. David Libensky faisait des manifestations, ok, il l'organisait, ou il était dans les manifestations, etc. On fait la cuisine et on organise. Et souvent, il restait jusqu'au bout. Et une fois, je lui dis, mais David, c'est bon, viens, on y va. Il me dit, non, parce que là, tu vois, il y a des gens qui ont été arrêtés, et s'ils n'ont pas d'avocat, ils vont pas pouvoir se défendre, ils vont être comparés immédiats, ils vont se faire éclater, et ils passaient ces week-ends au palais de justice, ou alors ils donnaient le nom de copains, de co-frères, etc. Et je peux vous assurer qu'il a rarement été payé pour ce qu'il faisait, il a jamais réclamé le moindre sou. Et donc il y a la différence entre ceux qui le font pour une manière mercantile et ceux qui le font par idéologie et en tout cas humanisme. Et je voudrais réellement remettre les pendules à l'heure et te remercier. Mais pourquoi tu remets les pendules à l'heure? Il n'y a pas besoin. Non, c'était déréglé pour certains, c'était déréglé. Je voudrais leur dire. Donc t'es un grand, c'est pas terroriste. Là-dessus, j'ai jamais eu de soucis. Je sais, non mais c'est rare. On va suivre. Donc on rappelle donc le 7 janvier prochain, donc les gilets jaunes qui ressortent dans la rue. David nous dit que la manifestation a été déposée en préfecture. On est en train de négocier le parcours. Voilà. Est-ce que cela va faire trembler le gouvernement ou Emmanuel Macron? Pas sûr. Non, mais j'aimerais bien voir en tout cas le dispositif et en tout cas la gestion du maintien de l'ordre. Il n'a pas changé, c'est bien le problème. Ah ouais, Nunez va faire la même chose que l'Allemand, tu crois? Oui, mais c'est pareil, bien sûr. Il est obligé, c'est comme il est. Bon, dans un instant, coup de gueule ou coup de cœur? Boyaki, t'as choisi, c'est bon? Ouais, évidemment. Gamal, t'as choisi? Oui, bien sûr. Bon, Mam, la belle histoire des génériques aussi consacrée à une émission de sport, le quiz, et Mam qui va nous faire le résumé de cette émission. Il est avec nous, toujours là, fidèlement en train d'écouter, et il nous en prépare une belle chronique. Et à mon avis, ça va tailler sévère. Reste avec nous. Le LGF sur France Maghreb 2 en ce lundi, première émission de l'année 2023. Si vous nous rejoignez, une bonne et heureuse année à toutes et toutes. Évidemment, sur France Maghreb 2, c'est parti maintenant pour un rendez-vous qui fait finalement son retour dans le LGF à la demande générale, je veux le dire, de tous les débatteurs et chroniqueurs. C'est ce qu'on appelle les coups de gueule ou les coups de cœur. Et libre choix est donné à nos amis débatteurs chaque jour de nous faire part d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur sur ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est entièrement libre pour le coup. Cependant, ça dure 1 minute et pas 1 seconde de plus. Voilà, je tiens à le préciser. Et je vais balancer le chrono pour peut-être découvrir le coup de gueule ou le coup de cœur de Philippe Bouriaki. C'est quoi? C'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de gueule. Alors on y va, c'est parti. Le chrono, on y va Philippe.
Bah voilà, c'est un jeune monsieur qui n'a pas pu télécharger son billet puisqu'il y avait un problème sur la plateforme de la SNCF et le contrôleur n'a rien voulu entendre, alors que juste avant ils nous ont un petit peu cassé les pieds en empêchant plein de nos compatriotes de passer un joyeux Noël avec leur famille, et il lui a mis une amende de 110 €. Donc s'il voulait être efficace, ce contrôleur, il aurait pu justement faire la grève du PV et donc là avoir plutôt la population avec lui qu'en face de lui. Donc quand il y a un problème sur les plateformes de la SNCF, nous ne pouvons pas être responsables. Donc un coup de gueule contre ce contrôleur qui a fait plus qu'un excès de zèle et je ne souhaite pas qu'il ait une indigestion avec le foie gras. C'est bien, à peine moins d'une minute, c'est parfait. Bon Philippe, t'as bien compris le principe. Gamal, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Un coup de gueule. Un coup de gueule. Allez, pour une fois. Et j'ai le chrono, je vais l'appuyer dessus. Attention, c'est parti, je balance. Donc je vais dire simplement que je ne supporte plus les mensonges qui sont perpétrés au niveau de la situation économique française. Quand M. Macron nous dit que l'inflation française est la plus basse, donc maîtrisée, c'est un mensonge. Je vais expliquer très rapidement pourquoi. Parce qu'il y a deux types d'inflation. L'inflation réelle et l'inflation ressentie. L'inflation ressentie pour les faibles ménages, c'est le panier moyen qui effectivement a augmenté de 20 à 30%, voire 100% parfois. Ça, c'est l'inflation de ceux qui ont des besoins de première nécessité. Et ensuite, l'inflation globale, évidemment, le logement, évidemment, le prix de certains hôtels, de tous les grands agrégats économiques. Cette inflation-là n'est pas très élevée, c'est vrai. Mais cette inflation-là ne touche pas les pauvres, elle touche que les riches et il se trouve qu'ils sont plus préservés. Donc j'ai envie de dire simplement que c'est pas parce qu'on fait un panier moyen global d'inflation que l'inflation est basse. C'est faux. Il faudrait qu'ils nous refassent un calcul inflationniste en termes de coût moyen du panier de la ménagère. Et je pense qu'on n'aurait peut-être pas les mêmes chiffres. Et comme il me reste 10 secondes, je dis que je suis très énervé et que ça s'arrête là. Bon, c'est bien, dites donc, vous êtes des bons élèves, les gars, bravo pour vos coups de gueule et coups de cœur pour aujourd'hui. Bravo, franchement, bravo, les gars. Vous avez tout compris le principe. Donc, demain, vous découvrirez les coups de gueule ou coups de cœur de notre ami Mehdi, notre lyonnais, de Nasser Lajili et de Akli Belouli. Et je rappelle, demame, que nous recevrons l'avocat, un confrère à toi, David Libensky, l'avocat franco-palestinien, si je peux en placer une. Salah Amouri qui sera avec nous demain. David, tu connais Salah Amouri? Oui, tu parles de l'avocat là? Oui, l'avocat franco-palestinien qui a été expulsé. Franchement, t'as un invité exceptionnel. Bah, je sais. Franchement, parce que je sais pas s'il a accordé beaucoup d'interviews à des médias depuis qu'il est revenu d'Israël. Franchement, bravo. Depuis qu'il a été expulsé d'Israël. Oui, je sais qu'il a été expulsé. Oui, il a été expulsé. Voilà. Allez, c'est l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire des génériques consacrée à une émission de sport, messieurs dames. La belle histoire des génériques. 50e anniversaire de la 3e chaîne de télévision française. Le sport sur la 3. Depuis la fondation de la 3e chaîne en 1972, le sport a toujours été un programme de choix. Par essence, moins présente que sur les deux premières chaînes historiques, le sport sur la 3 fut souvent support, dans les années 70 et 80, des émissions sportives telles Stade 2 sur Antenne 2 ou Téléfoot sur TF1, du fait des cahiers des charges spécifiques de la chaîne des régions, les stations locales couvrant les événements sportifs au plus près des territoires. France 3, ce sont des rendez-vous sportifs incontournables. D'abord, chaque jour avec le journal des sports, autrement dit tout le sport, diffusé depuis 1993, puis Stade 2, diffusé actuellement le dimanche soir à 20h05 et présenté par le Menté Mathieu Lartaud. Mais aussi des compétitions régulièrement diffusées sur ces antennes. La Marseillaise à pétanque, les internationaux de France de tennis, Roland Garros, le Tour de France et les grandes classiques du vélo en France et dans le monde, les Jeux Olympiques diffusés depuis 1976, les compétitions d'athlétisme, mondiaux ou européens, les Coupes de France et les Coupes de la Ligue, ou encore la course de la Route du Rhum, la 3e chaîne a vu sur son antenne nombre de grands événements, telle la grande victoire de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis en 1991 et la danse Saga Africa de Yannick Noah, le sacre de Marie-Josée Pérec à Barcelone en 1992 ou plus récemment, en 2014, lors des championnats d'Europe d'athlétisme à Zurich, finale du 4x400 mètres avec la magnifique remontada de Floria Gay et commentée par Patrick Montel et Stéphane Diagana, que je vous propose de revivre. C'est ça, le sport sur la 3. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie.
avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une remontada, messieurs, chose que vous ne connaissez pas, hein, visiblement, la remontada. Merci d'être avec nous, Gamalabina, Mam aussi qui est avec nous, Philippe Boyaki. Ça vous dérange si on fait une émission de radio là, les gars? Pas du tout. Bon, bah merci. On est en direct. Oui, on est en direct, mais ils sont complètement malades ces types-là, franchement. Allez, c'est parti pour le quiz, on y va. Quiz. Et David peut jouer, Mam aussi qui est avec nous, évidemment. Allez, c'est parti avec mes petites questions. Première question. Vœu de Macron. Pourquoi les internautes ont ironisé sur cette intervention de Macron? À propos de quoi? La durée? La bibliothèque? Exactement, c'est à propos du décor choisi. On disait on dit sur internet qu'il était devant le CDI du collège. Voilà, donc effectivement. Tiens, messieurs, deuxième question. Quel âge avait l'ancien pape Benoît XVI qui nous a quittés? 85 ans. Non, 95. 95. Bonne réponse. C'est un 95 nazi, ans. oh. Bah là, toi, fou celui-là. Bah c'est vrai, il a été dans les jeunes citoyens. Les jeunes citoyens, t'avais pas le choix. Respect quand même. Hitler Younger. Il y a été. Oui, bon, d'accord. Mais il a au moins 95 ans. À quoi correspond... Alors, il y a eu un record de battu pour le discours d'Emmanuel Macron. 19 minutes. Exactement, c'était la durée. J'ai été à l'heure en accueil. Un chiffre également à propos de l'allocution du président Macron. 3. Le chiffre 17, à quoi correspond-il? 17? Ouais. 17 fois, il a dit faites-moi confiance. Non, alors 17 mois, effectivement, il y a un mot qui a été prononcé 17 fois, mais lequel? La crise. Non. La confiance. Non. La paix. Non. Nous y arriverons. Non. Ensemble. Non. Coupe du monde. Non. Je sais pas. Pipo. Retraite. Un truc que vous faites jamais. Pipo. Ah, la fermée. Non. C'est dommage. On fait jamais mentir. Non. Travailler. Travailler, bonne réponse, effectivement. Bravo. On fout rien, le mot travail a été prononcé 17 fois par le président de la République dans son allocution de samedi soir. Il y a quelqu'un qui a noté ça. Oui, absolument. Ouf, hein. Eh oui. Ouais. L'attaquant du Real de Madrid, Vinicius, a dénoncé quoi? Vinicius ou Vinicius? Vinicius. C'est qui, ça, Vinicius? C'est un attaquant du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il a dénoncé? Le racisme, exactement. Des cris de singe. Et il a dénoncé aussi l'inaction de la Ligue. Et je comprends pas pourquoi c'est racisme, les cris de singe. Je veux dire, l'homme descend du singe, non? C'est pas ce qu'on a dit? Donc, je n'irai avoir été c'est une idéologie blanche. J'ai une carrière politique. C'est une idéologie J'essaie blanche. de me racheter. Combien de personnes sur les Champs-Élysées pour la réveille? 2 millions selon Darmanin. Voilà. De 1 à 2 millions. Voilà. 16 millions pour moi. Au moins, pour aller célébrer la nouvelle année, ils sont là. Pour aller manifester son mécontentement, il n'y a personne. Il faisait doux, faut le reconnaître. Ouais, et puis, est-ce que j'ai encore. Il y avait autant. Non, si, c'était bladé, c'est bladé. Non, c'est marée humaine. Non, mais ce qui se passe, attends, il y a un truc que personne n'a dit depuis tout à l'heure, moi je suis quand même étonné là. Quoi? Il y a un truc qu'il faut quand même rappeler. 16 degrés le 31 décembre, vous vous rendez compte la température de dingue qu'on a actuellement? Ouais, mais les écolos, ils arrêtent pas de s'emmerder avec ça. Il y en a qui avaient un peu raison sur le réchauffement. Oui. Qui? Alors, dérèglement climatique, parce que regarde les États-Unis. Qui a des noms? La France veut savoir. Qui? Des noms. Les qu'on présente mon avocat. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, voilà pour le quiz. En tout cas, dans un instant, Mam, qui a écouté, qui vous a supporté. Ça a été dur. Nous fera le résumé de cette émission sur France Maghreb 2. Et je vous rappelle demain, donc. Chut. On parle pas des absents. Demain, invité exceptionnel, exclusif du LGF, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri qui a été expulsé, vous le savez, il y a quelques jours de sa terre natale de Jérusalem. Il n'y a plus le droit d'y aller. Voilà. On l'a expulsé. Bah oui. Après l'avoir incarcéré pendant 8 mois sans aucune raison. Ainsi bienvenue dans la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Et bien voici qu'il a été expulsé donc de Jérusalem. Il ne peut plus y retourner pour l'instant. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri sera avec nous demain en exclusivité avec son épouse. Comme Hussein qui va être expulsé de Belgique. Ouais. Mais il retourne chez lui. Ouais. Je sais pas. Salah Hamouri retourne chez lui, il est français, non? Mais oui, mais il est palestinien, monsieur. Il est moite-moite. Français, donc il revient aussi. Il est moite-moite. Il connaît pas la langue. Tu connais pas le français? He doesn't speak French. Il se marie avec une française, il connaît pas le français. À droite. Faut lui faire passer le test, moi je demande qu'il fasse le test. Tu t'es bien marié avec une Ukrainienne qui vient de Russie.
Les dossiers. À tout de suite, ne bougez pas. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. En direct sur votre radio France Maghreb 2 avec dans le LGF en ce lundi Gamal Abina, Philippe Bouriaki et notre invité David Libensky, avocat des Gilets jaunes, de la première heure en tout cas. Il est sorti avec eux évidemment pour parler de cette manifestation qui, je le rappelle, aura lieu le 7 janvier prochain. Samedi prochain, les Gilets jaunes ressortent dans la rue. La réforme des retraites, l'inflation, évidemment, sont autant de mots d'ordre qui font ressortir les Gilets jaunes. Mais qui sont-ils? Que sont-ils devenus? Vont-ils réussir leur pari? Vont-ils être en masse? C'est toute la question qui reste à ce jour, pour l'instant, sans réponse. Il faudra attendre pour voir si Macron a de quoi trembler ou de quoi s'inquiéter du retour de ces Gilets jaunes qui ont été interrompus, comme beaucoup de contestations d'ailleurs à travers le monde, à cause de la crise Covid. Pour l'heure, il vous a écouté, supporté durant toute l'émission. Mam, la belle histoire du jour qui, à distance, va nous faire le résumé pour ceux qui l'ont loupé, et c'est pas bien. Le résumé de cette émission, Mam, c'est à toi. Merci Christophe, et merci d'être avec nous. Je vous souhaite par la même occasion à l'ensemble des auditrices et des auditeurs de France Maghreb 2 une excellente année 2023 que nous allons passer, je l'espère, ensemble pour ce qui sera en constitution la 3e année en votre compagnie, et merci à Christophe pour sa confiance comme à l'ensemble de l'équipe de la radio. La chronique du jour s'appelle Porte-Bonheur. À peine remis des réjouissances bienvenues inaugurant une année nouvelle, nous sommes de retour sur les ondes de France Maghreb 2 avec les duettistes de la fête à l'image de Gamal Abina, qui n'a pas bossé son coup de cœur, mais par contre joue les réparateurs. 2023 s'annonce sous les mêmes auspices que 2022. Un bras cassé vaut mieux que 2 tu l'auras. Quant à Philippe Bouriaki, marquis de Carabas d'Orly, prépare son allocution du futur maire avant de verser des allocations aux Orlysiennes et Orlysiens valeureux. Sans transition, le dossier ukrainien rentrant dans sa triste première année et qui voit la Biélorussie entrer en action pour soutenir son grand frère russe. Le regard de Poutine est de plus en plus dévastateur et celui de Zelensky qui se voit dans l'obligation de renouveler son stock d'habits en treillis militaires et demande à la France de lancer à l'avance les soldes d'hiver pour mieux faire ses militaires emplettes et compléter le dressing de madame pour une meilleure couverture du prochain Paris Match. Le monde entier s'est allié contre la Russie et Moscou a résisté et a gazé la planète diplomatique en l'humiliant. Son pétrole a valu plus cher qu'au South Fork texan et les bombardements économiques pleuvent. Comme le festival des donneurs de leçons sans apporter des solutions, les morts sont en face de nous et comme le porte-bonheur autant ne marche pas autant, prenons Philippe Bouriaki qui, éternuant à 16h29, fait office à ses souhaits de porte-bonheur, du moins on l'espère. Parlons à présent du président, de l'allocution du président de la République, ou plutôt de l'hydrocution du résident de la République répudié, avec des réformes électriques, une surtension des effectifs hospitaliers, un Covid long et dur, des Chinois touristes ou professionnels aux tests préventifs, l'inflation de la tête du président s'est arrêtée moins vite que la plupart de ses voisins européens. Le chômage a baissé drastiquement car nous avons travaillé à la place du chef de l'État, ce dernier étant trop excité et occupé à consoler Kylian Mbappé. Et puis les bonnes résolutions. Macron prononce 19 minutes ses vœux, comme un gamin finalement. Vœux camion, vœux poupée, vœux Playmobil. Eh oui. Il est fou. C'est quand même assez extraordinaire. Macron ne bat pas en retraite sur les retraites. Made in France, le fou est français dans le texte. La catastrophe s'annonce avec une Coupe du Monde de rugby où la bagarre annonce la castagne, où les All Blacks deviendront Black Bloc, en augmentation du carburant de nos porte-monnaies, de l'envolée de l'électricité et du gaz. 2023, un seul porte-bonheur, celui de rester groupés ensemble pour que la France reste la France universelle en droit. Nouvelle rubrique sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, je zappe ou je mate. Cela me fait penser d'avoir une petite pensée pour notre ami Passy, où les propos nourris de Bouriaki et Abina, cabinet d'avocats du Maghreb United, qui matent tout et ne zappent rien, surtout quand ça vient du président Tebboune.
Quant à l'allocation adulte handicapé, elle n'est pas assujettie aux revenus du conjoint ou de la conjointe. Bonne nouvelle, surtout quand Bouriaki fait un placement de produit, la transparence des indemnités. Faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, c'est Philippe Dorly. Voilà. Et en même temps, si tu n'as plus tes indemnités et que tu n'es pas réélu, ben, tu deviendras adulte handicapé quelque part. Je plaisante évidemment. La deuxième heure, nous avons accueilli Maître Libinski, avocat au barreau de ma fenêtre de prison à Paris, revenant sur les gilets jaunes. Revenant sur les gilets jaunes et son empreinte contemporaine sur notre société. De la montée des prix des carburants aux revendications citoyennes pour plus de démocratie directe. Un mouvement populaire d'une rare intensité qui peut ressurgir ne voyant plus le bout de ces crises à répétition. Manifestation après manifestation, ils ont tenu jusqu'à qu'un virus anéantit une échelle humaine traitée de racaille ambulante, alors que non, c'est juste la France qui s'exprime. Et ça, c'est bien naturel. J'en profite en même temps, puisqu'on parlait de racaille, j'en profite, et je pense que Philippe sera d'accord avec moi, pour rendre hommage à une grande personnalité d'Orly qui s'appelait Mamie Racaille, Madame Bidot, et qui nous a quittés récemment. Merci. Merci pour elle. Nombre de citoyens, de rien, avec plaisir. Nombre de citoyens ont sans doute découvert les violences policières, justement, par le biais de cet épisode long des Gilets jaunes. En somme, l'aventure des Gilets continue pour éprouver les maillots de corps de nos politiques. William M. a passé le réveillon en prison. Il n'est pas fiché S, mais fiché R, comme raciste au 3e degré, ceinture noire de la haine et a commis un attentat contre la vie, et cela n'a nul besoin de définition du Robert ou du Larousse. Coup de cœur, coup de gueule, un cœur Bouriaki dans une gueule de boxeur. Quant à Gamal, naturellement, il a choisi un coup de gueule, jamais content de rien. Il dénonce tout en gilet rouge, aussi gai qu'une porte de prison, lol. Le quiz fut l'occasion de constater le travail, entre grosses guillemets, de Philippe Bouriaki et le travail caricatural en dessin de Gamal Abina et la constatation par huissier de Maître Libinski, car tout est résumé dans son patronyme. Au gagnant, un voyage au ski. Au perdant, Elben, du lait caillé, MDR. Libinski. Voilà, Libinski, voilà. Ça fait ah oui, d'accord, c'est pas mal. Ouais, joli. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Et j'espère que l'avocat, bien évidemment, ne va pas me coller un procès. Mais sinon, cela voudrait tout simplement dire que cette année, il faut écouter France Maghreb 2, il faut écouter le Grand Forum pour avoir l'information qu'il vous faut. Et puis surtout, réagir. Nous serons là comme un bon vieux service public, même si nous sommes dans une radio commerciale. Mais surtout, nous vous souhaitons une année 2023 qui fasse que chacun, au sein de vos foyers, comme au sein de vos proches, comme au sein de vos collègues, comme au sein de toutes les personnes que vous connaissez et que vous aimez, vous puissiez vous soutenir tous ensemble en porte-bonheur. Bravo, merci beaucoup, Mam. La belle histoire. Voilà, on a du talent ici, hein. T'as vu, maître? Ça va? T'as pas prévu de coller un procès? Non. Ça va? 2 peut-être. 2? Il est très talentueux. Ah, bah attends, forcément, c'est ici que ça se passe. Bravo, Mam, en tout cas, et pour avoir écouté et à distance fait réaliser cette chronique de fin d'émission. Bien entendu. Alors demain, on se retrouve avec... demain, il y aura qui? Il y aura Nasser Dajili, notre militant. Il y aura Akili Melouli, notre adjoint au maire du côté de Bonneuil. Il y aura également Mehdi, notre chroniqueur SNCF de Lyon, qui sera avec nous. Et notre invité, l'avocat franco-palestinien Salah Amouri, qui sera avec nous sur France Maghreb 2. Ainsi que son épouse Elsa Lefort, premier... Et je serai là en direct. Et tu seras là en direct, Mam. Bah, c'est parfait. Donc on sera avec Mam aussi. Donc une belle émission demain. Restez avec nous et en 2023, plus que jamais, nous allons continuer de vous accueillir, de vous faire parler, de vous faire réagir sur l'actualité. Et soyez-en les principaux acteurs en nous appelant, en participant au 01 40 33 9000, un peu en sorte le numéro de la libération, le numéro de la liberté d'expression, où on fait pas que semblant de le dire ici, on parle vrai, et ce n'est pas qu'un slogan, pour faire référence à une autre radio, mais surtout et surtout ici, la véritable liberté d'expression, où l'on ne demande pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire, mais vous pouvez le dire avec vos tripes, votre cœur, et surtout, voilà, c'est ce qui nous intéresse ici, de continuer ce qu'on appelle, et ce qui est en perdition sur beaucoup de médias, la liberté d'expression, la vraie, celle qu'on aime. Oui, la dure. Merci beaucoup, Maître Libinski. Et donc, vous serez en manifestation ce samedi, donc? J'y serai, mais évidemment. Oui. Vous avez prévu combien de gardes à vue, là? Oh non, on verra.
Ça dépendra du nombre de personnes qui ont... Le dispositif policier qui va être annoncé évidemment pour cette manifestation. Voilà, merci beaucoup mon Gamal. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi prochain. Avec plaisir. Parce que le lundi c'est Abina, même toujours. si ça rime pas. Et puis pour Yaki, merci beaucoup, à très bientôt. Merci. On te revoit vite. Ouais, peut-être pas la semaine prochaine parce que c'est un peu compliqué, ou peut-être par Skype, je sais pas, on va voir. Ah ouais. Ouais, tu sais, là, le mois de janvier c'est les vœux, c'est vraiment. C'est les mains serrées. Faut que tu t'entraînes là pour le futur maire d'Orly. Ouais, non mais je suis. Est-ce que d'ailleurs, comme dans pas mal de municipalités, on a suspendu la cérémonie des vœux à Orly? Oui, à Orly, mais pas ceux du personnel. On a suspendu la population, mais pas au personnel. D'accord. Donc c'est un peu étrange, mais bon. Et puis voilà, elle annoncera sa démission. Le lundi, c'est fourmi. Ah, les lordis, c'est formidable, d'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce beau slogan, mon cher Gamal. Merci, Mam, à demain, merci à tous. Et rendez-vous demain, bien entendu, sur France Maghreb 2, avec dans un instant le Mock Football Club sur France Maghreb 2. On va parler foot, puisque c'est lundi, avec Mokhtar sur France Maghreb 2. Et je dois dire que je suis un peu en dépression aujourd'hui, au lendemain de la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain, qui a perdu face à Lens hier 3-1. Évidemment, restez avec nous, évidemment, sur votre radio France Maghreb 2, alors qu'on essaye de torpiller mon chien. Salut à tous et à demain.